à tous, nous sommes vendredi et nous sommes encore une fois ravis de vous accueillir dans notre émission sans filtre mais avec beaucoup d'humeur et de l'info. Bonjour Eric. Bonjour Magali. Et puis c'est encore les négociations entre les États-Unis et l'Iran qui vont nous intéresser aujourd'hui puisque c'est le jour J. Elles ont bien et bien commencé ces négociations, c'était ce matin, elles sont toujours en cours. Mais déjà ça patine, hein. Les Iraniens et les Américains n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur l'ordre du jour. Et si jamais c'était un échec, que ferait Donald Trump? En tout cas, le président américain a de nouveau menacé, a de nouveau montré ses muscles. Est-ce que ça pourrait conduire jusqu'à la guerre? C'est la question que l'on se posera, notamment avec nos équipes sur place, parce qu'on a plusieurs équipes, figurez-vous, à Oman. C'est là où se tiennent ces discussions. Et puis nous reviendrons sur la durée effective du temps de travail des Français aujourd'hui. Mais figurez-vous que nous travaillons beaucoup moins que dans les années 70, que dans les années 80. Il y a 50 ans, on travaillait combien? 15 jours de plus à peu près par an? 15 jours de plus par an il y a 50 ans, c'est-à-dire au milieu des 70s, pour un Français moyen. 15 jours de plus, voilà, on travaille moins, mesdames, messieurs, c'est comme ça. Enfin, nos jeunes sont de plus en plus à droite. Les lycéens en France étaient majoritairement à gauche, mais ces dernières années, il y a eu un basculement. Ils sont aujourd'hui 56% à se dire de droite, avec une vraie fracture entre les garçons et les filles. Comment l'expliquer? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire de notre jeunesse? Vous restez avec nous, Brunet sans filtre, c'est parti. Et puis, mesdames, messieurs, c'est l'événement de la journée. Les discussions entre l'Iran et les États-Unis ont commencé ce matin au sultanat d'Oman. Vont-elles aboutir, ces discussions? Vont-elles permettre d'éviter une intervention américaine? Regardez, nous sommes avec Camilla Campuzano et Marine Truchot. Camilla, quelles sont les toutes dernières informations, vous qui êtes sur place, dont vous disposez? Ces négociations commencent mal, puisque, ça a été dit à l'instant par Magali, les deux parties ne sont même pas d'accord sur l'ordre du jour. Oui, effectivement, l'ordre du jour fait partie déjà du bras de fer. Et puisque là où il n'y a pas vraiment de doute et de discussion, c'est que il faut parler du dossier du nucléaire iranien, de l'éventuelle levée des sanctions, mais les États-Unis veulent aller plus loin et parler notamment du programme balistique et des missiles que détient le pays. Alors l'Iran refuse pour l'instant d'évoquer cette question-là. Elle serait très sensible pour Téhéran. Les États-Unis aimeraient également parler de la répression dans les manifestations depuis le début de l'année et du soutien de l'Iran à des groupes armés dans la région. Donc effectivement, déjà là, on voit le bras de fer. Mais le bras de fer, il a commencé déjà bien avant puisqu'on a vu ces images avec ce nouveau missile balistique à longue portée, le Khorramshahr 4, qui sont diffusés par la presse iranienne. Un missile qui permettrait d'atteindre Israël en une dizaine de minutes seulement. Washington montre les muscles également de son côté. Donald Trump dit qu'il refuse tout programme de nucléaire, d'enrichissement d'uranium et donc de programme nucléaire en Iran, et que si ces négociations n'aboutissent pas, eh bien il n'hésiterait pas à faire usage de la force. Je vous rappelle que c'est la première fois que les deux pays discutent, négocient depuis les frappes américaines qu'il y a eu en juin dernier. Effectivement, merci beaucoup Camilla pour ces dernières informations. Vous parliez de ce missile iranien donc qui a été affiché par le régime quelques heures avant le début de ces négociations. Nivin Potros nous en dira davantage tout à l'heure au cours de l'émission. Est-ce que c'est un coup de com' ou un coup de force? On essaiera d'en savoir davantage. Quant à Donald Trump, lui aussi, effectivement, il a montré les muscles au cours de la nuit. Il a tenu à préciser qu'il œuvrait, lui, président américain, il œuvrait pour la paix, mais une paix par la force. Écoutez. Comme nous le dit la Bible, heureux ceux qui font œuvre de paix. C'est vrai, les pacificateurs sont très importants, mais je pense que seule la force permet d'instaurer la paix. Sans force, la paix est très difficile à obtenir. Nous avons la force. Voilà, et puis à la une également la Russie qui vise une nouvelle fois la France, plus précisément le président de la République. Il s'agit d'une attaque de nature informationnelle que Paris a rapidement identifiée. Damien Fleureau est avec nous. Bonjour Damien. Bonjour Eric. Alors, de quoi s'agit-il? Que dit cette fausse information dont on parle? Cette fausse information, en fait, part de l'affaire Epstein qui a rebondi récemment dans l'actualité avec des milliers et des milliers de documents mettant en cause des personnalités du monde entier. Dans les personnalités qui sont citées au gré de ces documents, eh bien, le nom d'Emmanuel Macron ressort non pas comme un acteur
majeur de cette affaire, simplement comme une personnalité citée par d'autres interlocuteurs, mais cela a été suffisant pour que, un tweet, et c'est la main de la Russie qui est derrière ce tweet, reprenne cette information, l'extrapole. C'est effectivement une offensive informationnelle pour déstabiliser, dénigrer et salir une personnalité, notamment le président de la République. Parfois, ce sont des institutions ou des élections. On le sait, la campagne des municipales est aussi visée par la désinformation, notamment russe, parfois américaine. On le voit ici à l'œuvre, effectivement. Merci beaucoup, Damien. Et puisque l'on parle des noms qui figurent dans cette affaire Epstein, il y a le nom, vous le savez, de Jack Lang qui revient à de nombreuses reprises dans les documents qui ont été déclassifiés cette semaine. Ces liens avec le pédocriminel ont été rendus publics, des liens pour le moment qui n'ont rien de condamnable pénalement, bien évidemment, mais l'onde de choc est telle que l'exécutif a décidé de réagir. Jack Lang est convoqué au Quai d'Orsay. La date a été fixée. Le ministre des Affaires étrangères nous l'a confié à nous, TF1 LCI. Ce sera dimanche. L'ancien ministre de la Culture qui refuse de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe sera sommé de s'expliquer. Et puis nous partons maintenant en Suisse. Le couple Moretti est à nouveau auditionné dans le cadre de l'enquête pénale sur l'incendie dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana. Brandon Warrett et Julie Regard sont sur place en Suisse, à Sion pour être plus précis. Brandon, vous suivez ces auditions du couple Moretti. Comment se passe-t-elle ? Bonjour Eric, bonjour Magali. Eh bien, c'est une audition extrêmement attendue pour les familles de victimes parce qu'elle pourrait donner des éléments de réponse aux nombreuses questions encore en suspens. Parce que lorsque vous échangez avec les avocats de partie civile, il y a, Eric, Magali, une interrogation qui revient sans cesse, en boucle depuis le 31 décembre 2025. Pourquoi le Constellation n'a pas fait l'objet d'inspection depuis 2019 ? Est-ce qu'il y a eu des manquements ? De quelle nature ? Quels étaient-ils ? C'est tout l'objet de cette audition qui se déroule en ce moment derrière nous au sein de ces locaux du campus universitaire. Parce que jusqu'ici, eh bien, c'était le couple Moretti qui était auditionné, qui était dans le cœur de cette enquête. Désormais, on s'intéresse aussi sur de potentiels manquements qui pourraient être répréhensibles pénalement dans cette enquête. C'est pour ça que, en ce moment, le chef de la sécurité et incendie de Crans-Montana est auditionné derrière nous. Il est entendu en qualité de prévenu. Il reste présumé innocent. Est une image quand même qui nous a marqué ce matin, Eric, Magali, avec Julie Regard, 8h27 précisément. On a vu passer par cet endroit Jacques Moretti avec ses avocats, la tête baissée, devant une nuée de journalistes. Il a dit, il n'y a pas un seul jour où je ne pense pas aux familles de victimes. Il est en ce moment derrière nous dans ces locaux et l'audition pourrait, comme hier, durer une très longue partie de la journée. Merci beaucoup Brandon pour ces dernières informations. Maintenant, une information pratique. Sachez que Danone élargit ses rappels de lait infantile. Vous le savez, l'affaire de ces laits infantiles potentiellement contaminés dure depuis plus d'un mois maintenant. Plusieurs centaines de lots sont concernés en France et dans plusieurs pays d'Europe. Et puis au Portugal, le deuxième tour de l'élection présidentielle est maintenu dimanche malgré les terribles inondations qui affectent le pays. Des images ici que vous voyez d'une ville totalement sous l'eau. On est au sud-est de Lisbonne. Le scrutin ici a été reporté à la semaine prochaine. Et le Premier ministre, lui, a parlé d'intempéries dévastatrices. Effectivement. Allez, un mot de rugby quand même avec le coup d'envoi du tournoi des 6 nations. Je sais que vous avez regardé hier soir avec match. Déjà référence pour le CAS de France qui a largement battu l'Irlande. Victoire 36-14 avec 5 essais français dont celui-ci absolument sublime. Les Bleus, on le voit, n'ont pas du tout envie de laisser leur couronne. C'est eux qui, on le rappelle, avaient remporté le tournoi l'année dernière. Voilà, un petit essai encore pour la route. Ouais, un petit essai pour la route. Ce premier essai qu'on a vu avant de Louis Biel-Barret. Fantastique. Ouais, fantastique. J'ai failli ne pas venir travailler pour le commémorer à ma façon, vous comprenez. De quoi allons-nous parler dans les prochaines minutes de l'Iran, bien évidemment. Un peu moins drôle, évidemment. Il y a les pourparlers en cours et il y a la provocation, encore il y a quelques heures, de l'Iran. Oui, avec des deux côtés quand même un discours et des actes de nature, comment on dit, escalatoire. Hein. Est-ce qu'on est dans l'escalade ? On est bien clairement, et vous le verrez dans un instant, dans l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, voici mon édito. Voici 92 ans,
Jour pour jour, le 6 février 1934, a démarré à Paris, dans le quartier de la Concorde et de l'Opéra, une semaine d'insurrection. D'un côté, la Troisième République, essoufflée, dominée par un parti radical socialiste vieillissant et lui-même gangrené par des affaires comme la fameuse affaire Stavisky. Et puis de l'autre côté, la très puissante action française de l'intellectuel royaliste Charles Maurras. L'action française est monarchiste, elle est anti-allemande et elle est antisémite. Maurras a disposé ses hommes un peu partout, place de la Concorde. On dit qu'ils veulent marcher sur l'Assemblée nationale. On dit qu'ils veulent prendre le palais Bourbon à la nuit tombée et renverser la République. Alors ces militants royalistes qu'on appelle les camelots du roi ne sont pas seuls. Ils sont soutenus par les milliers de croix de feu du colonel Delarocque, des anciens combattants. Attention, en 1934, les anciens combattants n'ont pas 80 ans. On sort de la Première Guerre mondiale, ils ont une quarantaine d'années, ce sont les forces vives de la nation. D'autres ligues d'anciens combattants se joignent à la manif, place de la Concorde. Certaines ligues sont plutôt apolitiques, d'autres sont de droite, d'autres sont d'extrême droite. Il y a même des mouvements communistes qui sont là, émanation directe du Parti communiste français. Alors, dans la soirée du 6 février 34, on tire place de la Concorde. Des bus brûlent, la police montée charge avec une violence inouïe les manifestants. Le nouveau préfet de Paris a reçu des ordres. Il y a des morts, bien sûr, des blessés, il y a du sang. Finalement, tard dans la soirée, le colonel Delarocque retient ses croix de feu, ses anciens combattants. Et oui, il renonce à prendre l'Assemblée nationale. Anti-parlementaire, d'accord, mais putschiste, non. Les milliers de royalistes se retrouvent seuls face aux grilles de l'Assemblée nationale, avec leurs redingotes et leurs cannes épées un peu vintage. Ils sont là, devant les grilles. Les gardes mobiles chargent à cheval, ils tirent dans la foule. Et cette fois, c'est au tour de l'Action française de stopper les camelots du roi. Le vieux philosophe provençal Charles Maurras, le patron de l'Action française, ne veut pas, lui non plus, endosser la responsabilité d'un coup d'État. Du coup, d'ailleurs, dès le lendemain, de nombreux militants royalistes de l'Action française vont quitter ce parti pour s'engager dans des partis plus extrémistes, plus fascistes. Une semaine plus tard, la gauche manifeste à Paris avec pour slogan « On ne suicidera pas la République », et puis 2 ans plus tard, ce sera le Front populaire. C'était, mesdames, messieurs, il y a 92 ans, jour pour jour, et ne comptez pas sur moi pour faire ce que certains font, c'est d'ailleurs des parallèles un peu spécieux entre les années 30 et 2026. Le contexte historique actuel n'a rien à voir avec celui des années 30. Mais franchement, aujourd'hui, quand je pense à cette ambiance anti-parlementaire, je me dis qu'il m'arrive d'avoir envie, non pas de prendre les cannes épées des royalistes, mais de prendre mon stylo pour aller, aiguillonner certains parlementaires qui, depuis la dissolution, ne rendent pas un grand service à la République française. Certains parlementaires, de gauche comme de droite d'ailleurs, que je ne trouve pas à la hauteur des enjeux de notre République, mesdames, messieurs. Voilà pour l'humeur d'Éric. Mais l'actualité aujourd'hui, Éric, c'est quand même l'Iran. Oui. Et toujours l'Iran, puisque ça y est, les pourparlers ont débuté à Oman entre les Iraniens et les Américains. Mais le niveau de tension est extrême. On vous racontera tout dans un instant. Ça se passe pas très bien, on vous le cache pas. Les 2 délégations, pour le moment, ne parviennent pas à se parler en face à face. Ça coince. Les Iraniens ont même eu le culot, juste avant le début de ces discussions, de mener un coup d'éclat. C'est quoi ce coup d'éclat ? Nivine Potros est là pour tout nous raconter. Ils ont diffusé les images d'un nouveau missile. Exactement. Hier soir, laissez-moi vous présenter le Khorramshahr 4, un missile balistique dévoilé hier à la télévision iranienne. Après 3 années de tests, ça y est, ce missile, il est opérationnel. On connaissait son existence, mais on sait désormais qu'il peut être tiré. Et selon le régime iranien, il s'agit de l'un des missiles les plus puissants de son arsenal, avec notamment une portée de 2000 km. Il est capable, ce missile, d'atteindre des vitesses extrêmement élevées, jusqu'à 20 000 km par heure. C'est 8 fois la vitesse du son. Il est capable de transporter une charge de 1500 kilos. Et selon l'agence de presse Fars, qui est très proche du pouvoir et qui dévoile donc ses essais opérationnels, ce missile, il pourrait atteindre Israël en seulement
12 minutes. On voit la menace, c'est spectaculaire. La menace, elle est spectaculaire. Alors c'est vrai que 12 minutes, ça peut paraître long, mais selon la presse israélienne ce matin, eh bien, c'est quand même très inquiétant. Parce que ce délai de 12 minutes, en réalité, il est très court. Les systèmes de défense antimissiles israéliens, eh bien, n'auraient probablement pas le temps de le repérer et de le détruire à temps. Toujours selon la presse israélienne. Alors, il faut encore que toutes ces caractéristiques soient vraies et pas uniquement de la propagande du régime iranien comme on en a l'habitude. Pendant les discussions, les Américains voudraient parler de tout ce programme balistique, de ces missiles de l'Iran. Est-ce qu'on connaît les dotations? Comment se défend l'Iran? Quels sont le nombre de missiles, par exemple? Alors, évidemment, c'est difficile d'avoir des chiffres précis et véridiques. Mais selon les différents experts, Téhéran disposerait de 2000 balistiques de longue portée, de 150 à 200 lanceurs, ce qui d'ailleurs n'est pas beaucoup au prorata du nombre de missiles. Téhéran posséderait également 1000 drones dits stratégiques, c'est-à-dire d'une portée de plus de 2000 km. Aujourd'hui, on estime que l'Iran possède le programme de missiles le plus important de l'ensemble du Moyen-Orient. Et ce, malgré les frappes américaines et israéliennes de juin dernier, la fameuse guerre des 12 jours. Depuis les attaques de juin dernier, les usines iraniennes tourneraient à plein régime. 24 heures sur 24 selon la propagande. Si bien que selon un ancien diplomate iranien, l'Iran a aujourd'hui doublé sa capacité de production de missiles. Elle est donc supérieure à ce qu'elle était en juin dernier. C'est également ce qu'affirme le ministre iranien des Affaires étrangères. Notre force de missiles dépasse de loin celle de la guerre des 12 jours, mais évidemment impossible de le vérifier. Merci Nivine Potros. Thomas Misraki est autour de la table. Bonjour Thomas. Bonjour Eric. Grand reporter, vous connaissez bien ce sujet. Nous sommes également avec Didier Edjadi, réfugié politique iranien, universitaire. Merci d'être avec nous. Et avec le général Bernard Norlin qui est avec nous. Bonjour mon général. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. La première chose, il me revient en mémoire, quelque chose que vous avez dit ici, Didier Edjadi, c'est que pendant la crise, au moment où l'Iran, à cause des embargos successifs, est privé de tout, a du mal à maintenir la tête de son peuple hors de l'eau sur le plan social et économique, eh bien, en revanche, les crédits affectés aux armements, eux, ne sont pas touchés du tout. On continue à financer l'armement de l'Iran. Toujours. C'est un budget sacré pour le régime, disons, des mollahs. Et d'ailleurs, la totalité de la recette pétrolière, cela va vers justement la question militaire et également l'aspect atomique là. Et donc, cela n'a jamais été touché là, en diminution. Et de plus en plus, effectivement, c'est en augmentation. Oui. Mais donc il n'est pas étonnant pour vous qu'on puisse dire qu'aujourd'hui, au niveau des missiles, ce que disait des lanceurs, finalement, l'Iran est mieux doté aujourd'hui qu'il y a quelques mois, pendant la guerre des 12 jours. C'est totalement fou. Moi, je pensais que la guerre des 12 jours avait terriblement amoindri, affaibli l'armement. Ça met en évidence la volonté donc du régime iranien pour continuer la bagarre, la guerre, et également d'aller vers la fabrication effectivement de sa bombe chimique et également atomique, si vous voulez, et que par conséquent, il faut jamais être naïf par rapport à ce type de régime. Ce régime-là, il cherche à tromper effectivement des Américains, à mon avis, une fois de plus. Attention, les dégâts. Alors, analyse justement de Thomas, c'est-à-dire afficher ce missile censément être super puissant quelques heures avant le début de ces négociations. C'est quoi? C'est un coup de com' ou c'est un coup de force? Les deux, évidemment, c'est de la propagande, c'est de la diplomatie. Tout le monde sait évidemment que chacun essaie de faire pression sur l'autre. Je retiens deux chiffres. Ce missile, 1500 kilos d'explosifs peuvent être transportés par ce missile. Pour vous donner un ordre d'idée, avec 300 ou 400 kilos, on souffle un gros immeuble. Donc c'est très puissant. Sachez aussi que si l'Iran a véritablement 2000 missiles longue portée dans ses caves, c'est 4 fois plus que ce qui a été utilisé lors de la guerre des 12 jours. Donc c'est un chiffre colossal. Mais évidemment, tout cela fait partie d'une certaine communication. Vous savez que les discussions sont
sont en cours. Vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas une table des négociations, il y a plusieurs tables et les Omanais qui font la navette entre ces deux bâtiments. Donc chacun montre les muscles en quelque sorte pour dire attention, on a la possibilité, si ces négociations n'aboutissaient pas, de frapper, de se défendre, d'attaquer selon les points de vue évidemment. Je vous propose un truc, si vous êtes d'accord, c'est d'aller retrouver notre reporter itinérant. Vous savez qu'on a des équipes sur place qui sont au détroit d'Ormuz, qui vont à gauche, à droite, qui se promènent en toute liberté là où les tensions émergent. Et nous sommes avec Matteo Schiaravino qui est avec nous. Bonjour Matteo, vous êtes accompagné de Bonan Boutka. D'abord, commencez par nous dire où vous êtes. On voit des très jolis paysages escarpés derrière vous, des montagnes. Où êtes-vous exactement ? Racontez-nous. Alors on est, Eric, à la frontière avec le sultanat d'Oman où se passent actuellement les négociations sous médiation omanaise de fait entre l'Iran et les États-Unis. À côté de nous, derrière, juste devant moi, je vois le golfe d'Oman justement. Le détroit d'Ormuz et derrière encore le golfe Persique. Donc on est vraiment dans la région où toutes ces tensions se sont concrétisées ces derniers jours et où les négociations se passent à quelques centaines de kilomètres, à peu près 15-20 minutes à vol d'oiseau. On parlait de ces provocations, notamment de l'Iran, mais il y en a effectivement du côté américain. Est-ce que vous sentez, vous, une agitation particulière ? Effectivement, vous avez parlé déjà de la guerre des images. Nivin a parlé de ce missile iranien, mais les États-Unis montrent aussi beaucoup leur force. Il y a toujours cette armada justement autour du détroit d'Ormuz plus bas dans le golfe d'Oman qui est toujours bien présente. Il y a eu de nombreux incidents entre l'Iran et les États-Unis ces derniers jours. Pour n'en citer qu'un, vous vous souvenez peut-être de ce drone Shahed lancé par le régime des Mollahs à toute vitesse sur l'USS Abraham Lincoln, un F-35 furtif, donc l'a abattu avant qu'il n'arrive, puisque selon les dires américains, il arrivait de manière agressive. Ça, c'est pour les provocations, les tensions côté Téhéran. Et du côté américain, vous l'avez mentionné, on avertit l'ayatollah Khamenei. Donald Trump a dit qu'il devait se montrer très inquiet, sous-entendu une potentielle frappe sur l'Iran, dont ici dans la région, très honnêtement, personne ne veut réellement, mis à part Israël. Le Qatar a peur de représailles, comme l'année dernière sur la base d'Al-Udeid, justement cette base américaine proche de Doha. Les Émirats arabes unis ne veulent absolument pas qu'une frappe soit lancée de leur territoire. C'est pour ça que beaucoup de pays médiateurs de la région ont fait du pressing pour que ces médiations aient bien lieu, pour que ces négociations se passent à Oman, mais signe qu'on n'est pas forcément en très bon chemin. Magali, vous l'avez mentionné, les deux délégations ne se sont toujours pas rencontrés en face à face à l'heure où nous parlons. Ah, alors donc Matteo, c'est toujours indirect, effectivement. C'est très intéressant. Merci Matteo. Ça veut dire, écoutez Matteo, que tout le monde a un peu peur dans la région, que ça perturbe le commerce, le business, les bonnes relations entre ces pays arabes, ces pays sunnites. Voilà, ils se disent, ils voudraient tous que les négociations qui se déroulent en ce moment aboutissent à Oman, hein, parce que du côté des Émirats, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, j'imagine. Vous imaginez la quantité de pétrole qu'il y a dans la région. Voilà, c'est essentiel pour la survie de l'Iran. Ce pétrole, il est essentiel évidemment pour le bon équilibre des prix du brut mondiaux. Donc tout le monde fait attention. Le pétrole, c'est à la fois un moyen de pression et l'épouvantail absolu, mais pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant, parce que les Iraniens pourraient décider d'aller frapper les infrastructures pétrolières des Émirats ou de l'Arabie Saoudite, et les Américains pourraient aussi, ou les Israéliens pourraient aussi aller frapper les infrastructures pétrolières iraniennes. Je voudrais vous faire écouter, mesdames, messieurs, Donald Trump, parce que franchement, il y a des déclarations escalatoires des deux côtés. On a compris, les Iraniens plastronnent, friment, en balançant hier soir des images de ce missile qu'on appelle, redites-moi comment il s'appelle ? Khorramshahr 4. Khorramshahr, ça veut dire, c'est le nom d'une ville et qui s'appelle Khorramshahr, qui veut dire la ville heureuse ou bien joyeuse. Ah, la ville joyeuse, voilà. Donc voilà, ils ont montré leur missile qui s'appelle la ville joyeuse, mesdames, messieurs. Voilà, acte de virilité militaire juste avant des négociations quand même qui vient. Et de l'autre côté, ça continue dans Donald Trump, ça continue. Il a même réussi à parler de Tom Cruise. Me demandez pas comment c'est possible. Écoutez plutôt le président des États-Unis. C'était cette nuit.
Nous préférons quelqu'un qui est fort, puissant, qui a une excellente vision et qui sait très bien tirer, plutôt qu'une personne faible, pas musclée, qui ne sait pas tirer au fusil et qui n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve. Non-muscular, can't shoot a rifle, has no idea where the hell he is. Dans notre armée, tous les soldats ressemblent à Tom Cruise, mais en plus grand. Aujourd'hui, nous recrutons sur la base du mérite. Ce sont tous des Tom Cruise, seulement ils sont un peu plus grands. Ils sont un peu plus grands. Au passage, parce que Tom Cruise est pas petit, grand. oui. Voilà. 1m70. Le général Norlin est avec nous. Mon général, on a beau nous répéter, vous savez, c'est normal, juste avant les négociations, on a vu ça entre la Russie et l'Ukraine, dans les nombreuses négociations avortées, on voyait que les Russes tapaient fort juste avant les périodes dites qui auraient pu aboutir à des négociations. Bon, très bien. Mais là, quand même, les Iraniens qui envoient un missile à côté du porte-avions Abraham Lincoln il y a quelques jours, les Iraniens qui dévoilent ce missile iranien, on a l'impression qu'ils sont à deux doigts quand même de passer à l'acte, et les Iraniens et les Américains. Oui, bien sûr, il y a une double pression qui s'exerce, d'une part par les Américains pour que justement qu'il y ait des négociations qui correspondent aux attentes des Américains, et en particulier la question non seulement du nucléaire, mais aussi, surtout, on le voit maintenant, des missiles balistiques est vraiment fondamentale, et aussi une pression, si on peut appeler ça d'une pression de ce qui est assez surprenant de la part d'un pays qui est plutôt en position de faiblesse en ce moment, donc quand même une pression iranienne pour dire attendez, nous, on ne va pas se laisser faire, 2, on veut que les négociations se passent comme nous l'entendons. Je vous rappelle que les Iraniens, qui sont des Persans, sont de très très fins négociateurs, et donc une pression aussi vis-à-vis de la région, car ils ont très bien compris que l'environnement régional, en particulier l'Arabie Saoudite, les Émirats, etc. Et comme ça vient d'être rappelé, sont très inquiets d'un conflit éventuel au Moyen-Orient, dans cette région en tout cas. Donc voilà, il y a une double pression qui s'exerce mutuellement. Il y a une espèce d'enchère qui monte. Mais ce sont évidemment des enchères qui risquent de déboucher sur une perte de contrôle de l'un ou de ces négociateurs, de ces futurs négociateurs. Donc voilà, il y a une possibilité effectivement que il y ait un déclenchement. Moi, je pense que plutôt que il pourrait y avoir de la part du président Trump un accès d'humeur et une manière de marquer sa puissance et sa volonté de négocier dans les conditions que les Américains veulent, non pas souhaitent, mais veulent. Voilà. Donc, et dans cette affaire, la question des missiles balistiques est importante. Évidemment. Maintenant, vous restez avec nous, général. Vous restez avec nous. On a d'autres questions. Oui, général, on a d'autres questions à vous poser. Vous restez avec nous. Pardonnez-moi de vous couper, mais on a des informations qui viennent de nous parvenir sur les négociations en cours. C'est important qu'on en parle parce qu'on sent que la tension est extrême à Oman. Les Iraniens et les Américains n'arrivent pas à se parler en direct pour le moment. Thomas, racontez-nous là ce qui se passe. À l'instant même, on l'apprend des médias iraniens qui annoncent que le 2e cycle de négociation est terminé. Alors ce sont les Omanais qui font la navette entre 2 bâtiments. Dans l'un des bâtiments, les Américains, dans l'autre, il y a les Iraniens. Alors beaucoup de confusion, c'est très difficile d'avoir des informations. La BBC Perse, il y a une antenne perse de la BBC qui est au plus près de ces négociations et déclare la chose suivante, c'est assez intéressant. Difficile d'obtenir des informations sur ce qui se passe à huis clos. Ce qui est publié, c'est souvent ce que les délégations veulent faire filtrer, mais pas forcément ce qui est discuté entre les uns et les autres. On voit qu'il y a une extrême prudence. Les Omanais, eux, sont assez positifs, paradoxalement, sur tout cela. Il faut rappeler quand même que les Américains et les Iraniens ne se sont pas parlé du tout, ou quasiment pas du tout, en tout cas pas officiellement, depuis la fin de la guerre des 12 jours, et que c'est un premier contact pour établir une feuille de route pour de possibles négociations. Donc rien que ce contact est perçu de manière diplomatique comme positif, mais on voit que d'un côté comme de l'autre, on est extrêmement prudent sur ce qui pourrait être dit, discuté. Pour l'instant, ces négociations, c'est juste une prise de contact, rien, semble-t-il, de ce que l'on sait. Pour l'instant, il faut rester prudent évidemment, mais rien de ce qui avait été annoncé ces derniers jours. Est-ce qu'on sait si le périmètre nucléaire, le périmètre des négociations, on ne sait pas. Est-ce qu'on va parler que du nucléaire? Est-ce qu'on parle des nucléaires et des vecteurs
auteurs, des lanceurs? Est-ce qu'on parle du peuple libre, des Iraniens qui sont en prison? On ne sait pas. On sait ce que les Américains voudraient, on sait ce que les Iraniens voudraient, on ne sait pas ce dont ces délégations parlent en ce moment. Alors, selon l'agence de presse iranienne IRNA, donc là, pareil, c'est des informations qui nous parviennent. Si ça bloque, c'est parce que les exigences de Téhéran, évidemment, sont extrêmement précises et l'Iran réclame toujours et encore la levée de toutes les sanctions économiques et financières qui pèsent sur le pays. Elle demande des garanties concrètes quant à la levée de ces sanctions. Autrement dit, tant que les Américains n'accepteront pas de lever intégralement le blocus contre l'Iran, eh bien, les négociations vont continuer à patiner. Encore une fois, c'est des sources qui nous parviennent en interne de ces négociations qui sont théoriquement pas encore terminées. Oui, alors c'est sûr que si les Iraniens veulent la levée totale de toutes les sanctions depuis le début pour commencer à négocier, on n'est pas sorti des ronds. Je voudrais vous faire écouter un son que je trouve très intéressant, c'est le vice-président américain J.D. Vance qui parle d'un petit détail très intéressant. Écoutez. Faire de la diplomatie avec l'Iran alors que vous ne pouvez même pas parler à la personne qui dirige le pays. Cela complique encore plus les choses et rend la situation encore plus absurde. Parce que si j'ai bien compris, l'ayatollah Khamenei ne veut pas parler à un Américain. Jamais. Depuis 37 ans, il est comme leader donc du régime islamiste. Il n'a jamais accepté à ce qu'il y ait un moment, 2 minutes, un entretien avec les journalistes et qui pose des questions directement. Jamais. C'est du mépris. Et vis-à-vis des Américains également, c'est du mépris. Et il a donné des consignes juste il y a 2 jours de ne pas négocier directement avec des Américains. Car les Américains, selon toujours lui, c'est un diable, c'est une entité à éviter. La discussion avec les Américains, non, il faut pas. Et donc, ça met en évidence, effectivement, l'absence de sincérité ou certaines volontés pour aller vers effectivement un accord. Si vous négociez pour obtenir un accord, au minimum, c'est que les gens ils sont face à face directement. Tandis que ce régime-là, eh bien, il joue comme d'habitude. Oui, alors il ne faut pas se tromper non plus. Le guide suprême dans l'organisation évidemment de ce qui est la politique iranienne, c'est la personne qui est au-dessus de tout. C'est vraiment le relais de Dieu sur terre, en quelque sorte. J'exagère un tout petit peu, mais on en est là. C'est l'incarnation de la volonté divine. Exactement. Et donc, le fait qu'il ne s'adresse pas directement ni aux Américains ni aux journalistes, mais à ses proches, le président, les gardiens de la révolution pour les hauts responsables, etc., ça laisse aussi politiquement une marge de manœuvre sur ce que l'Iran peut faire. C'est-à-dire qu'on n'entendra jamais directement sa parole sur un sujet précis, où il restera très vague, en tout cas sur l'analyse qu'il fait des sujets précis, mais ça laisse aux Iraniens une petite marge de négociation. C'est aussi pour ça qu'ils restent à l'écart. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un acteur qui vient de rentrer dans la danse, permettez-moi de parler ainsi, et qui peut peut-être compliquer les choses? Général Norlin, la Chine a apporté son soutien assez massif à l'Iran il y a quelques heures. Voilà ce que dit le vice-ministre des Affaires étrangères. La Chine soutient l'Iran dans la défense de sa souveraineté, de sa sécurité, de sa dignité nationale. Et il dit que Pékin s'oppose à toute intimidation unilatérale ou recours à la force dans les relations internationales. Est-ce que ça met un peu plus la pression sur les Américains, d'après vous ? Général Norlin, je sais qu'on a quelques difficultés de liaison avec vous. Il ne nous a pas entendu. L'image est figée, donc il ne nous entend pas. Est-ce que ça peut changer un peu la donne ou pas ? C'est incroyable ce que font les Chinois. Ils sont tellement malins. Vous connaissez le jeu de Go ? Oui. Voilà, c'est un jeu de stratégie et c'est un jeu qui se joue en essayant de comprendre ce que va faire l'adversaire dans plusieurs coups. Voilà. Et c'est ce que font les Chinois. Le pétrole, ils ont besoin du pétrole iranien, les Chinois. Donc ils ont besoin de protéger cet aspect-là, pas pour l'Iran, mais pour eux. Et puis il y a Taïwan, dont le Parti communiste chinois, dont les principaux responsables politiques chinois ont dit qu'ils allaient devoir récupérer cette île qui leur appartient. On peut penser ce qu'on veut de Taïwan et de l'histoire de cette île, mais en tout cas, voilà, c'est l'un de leurs objectifs. Là, qu'est-ce qu'ils jouent ? Ils jouent le coup d'après, les Chinois. Voilà, ils disent aux Américains, on est toujours là. Réfléchissez bien à ce que vous faites parce qu'il faudra un jour négocier avec nous pour Taïwan. Donc c'est extrêmement malin ce qu'ils font et de se positionner comme ça en protégeant d'abord leur présent avec le pétrole
et leur avenir avec ce qu'ils pourraient décider de faire sur Taïwan, c'est un coup de maître. Bien. Merci les amis, on continuera à vous tenir au courant. Comme les négociations ont lieu en ce moment, on va revenir un petit peu plus tard dès qu'on aura de nouvelles infos sur ces négos entre l'Iran, les États-Unis. Se parle-t-il? Comment est-ce que ça se passe dans le huis clos omanais? On en reparlera. Dans un instant, il faut qu'on vous parle d'un tout autre sujet. Figurez-vous que nous venons de découvrir ce chiffre, 365 heures. Les Français travaillent aujourd'hui en moyenne 365 heures de moins qu'au milieu des années 70. Moi, j'ai un peu connu les années 70. Bon, faut pas exagérer, c'était pas non plus Stakhanov, hein. Bon, 365 heures, quand on multiplie une semaine, c'est combien? 35 heures de travail, ça fait 10 fois une semaine. Ça fait 10 fois une semaine, c'est quand même beaucoup, hein. 365 heures de moins qu'au milieu des années 70. Pourquoi, mesdames, messieurs? On le verra ça au cours de l'émission, puis on va s'intéresser aux retraites. Le poids de nos retraites est énorme dans les impôts que vous payez. Est-ce que c'est trop? Est-ce que ça devient insoutenable? On en parle avec nos spécialistes, nos éditorialistes. À tout de suite. Mesdames, messieurs, nous accueillons aujourd'hui Elisabeth Martichoux. Bonjour Elisabeth Martichoux. Quel bonheur d'être avec vous. Quel choix de vous avoir avec nous. Renaud Pila est de la partie, vous allez voir, il n'est pas tendre. C'est vraiment une heure difficile pour lui. C'est un moment de vous lutter contre vous-même parce que c'est compliqué métaboliquement. Vous vous êtes levé il y a 10 minutes, voilà, c'est ça. Et donc, c'est la team insomniaque. J'ai dormi 3 heures cette nuit. Mais je suis ravi d'être avec vous. Pascal Perry est là. Très remonté, mon Pascal, parce que on va parler de retraite. On va parler de retraite et du poids que pèse Magali Lunel dans l'équation nationale, dans le budget du pays, les retraites. Alors allez-y, je veux vous écouter. C'est l'INSEE, notamment, qui vient de publier un nouveau rapport sur le poids des retraites dans les impôts que vous payez. Évidemment, vous savez que vous payez les impôts pour des choses très utiles, comme l'école, l'hôpital, la sécurité et les aides sociales. Et dans tout ce paquet, les retraites, elles pèsent de plus en plus lourd. On a pris un exemple concret. Sur 1 000 € de prélèvement acquittés par les Français, eh bien, regardez, les pensions de retraite et de réversion absorbent à elles seules 259 €. Avant d'avoir l'analyse éclairée de Pascal, j'aimerais entendre un petit débat entre nos éditorialistes. Elisabeth, est-ce que ça commence à devenir insoutenable? C'est trop, ça se... Mais c'est pas que ça commence, c'est que c'est complètement insoutenable, compte tenu du nombre des actifs et des retraités. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on commence à savoir. On commence à comprendre, et notamment, on voit bien que, par exemple, c'est sur la caisse impôt qu'on va puiser les 40 millions nécessaires pour compenser... Milliards, nécessaires pour compenser la caisse de retraite de la fonction publique. Mais moi, j'en ai un peu assez des pleurnicheries et des plaintes. On sait, on commence à comprendre. Maintenant, les Français, ils vont être au pied du mur. Ils vont avoir des propositions. Il y a certains partis... par exemple à droite et à gauche, extrêmes, qui vont leur dire la retraite, on peut baisser l'âge. D'accord. Donc, on peut à la fois dire le système n'est pas soutenable, maintenant on a tous les éléments, on l'explique à longueur de plateau, les politiques s'en sont emparés, et puis ne pas en tenir compte. Mais si les Français préfèrent qu'on baisse l'âge de la retraite, mais alors c'est pas seulement que le système va s'effondrer, puisque le système par répartition, il ne tient pas. Donc, si les Français préfèrent qu'on dise il n'y a pas de problème de financement, on va aller chercher l'argent du côté de l'immigration, on va aller chercher l'argent du côté des riches, eh ben ils devront assumer les conséquences de ça. Parce que, encore une fois, tous les jours maintenant, on a des informations pour dire que le système de répartition, c'est terminé pour assurer l'avenir des retraites de nos enfants. Donc, je pense que maintenant, il faut un peu avancer. C'est l'heure de vérité, peut-être, cette campagne présidentielle. Ah bon, vous croyez? Je ne crois pas une seconde. Ça va être encore un concours de démagogie. Concours de démagogie. Alors, on va dans le mur. Concours, oui, on va dans le mur. Malheureusement, pour le débat, je suis assez en accord avec Elisabeth Martichoux aujourd'hui. Le système des retraites français est mort. Il est mort. Mort. On a le train de vie d'un pays de jeunes, alors qu'on est un pays de vieux. Voilà. Lorsqu'on paye des impôts, effectivement, on pensait que c'était pour notre quotidien. Non, c'est pour payer la retraite du voisin. Est-ce que c'est normal? Sur 4 € de dépenses publiques, 1 €, 25%, on l'a vu, est consacré aux retraites. Le principal fautif, c'est Mitterrand, en 81,
contre le courant de l'histoire démographique, on revient à 60 ans. D'accord. Il y a une interview que j'ai revue là sur l'INA. On lui dit, mais les retraites et tout, ça sera mes successeurs s'en occuper. Bon, il avait tout dit. Il avait tout dit, Mitterrand en 80. Quand je pense Renaud Pilat, je fais une petite parenthèse, mais je vous rends le micro. Quand je pense que j'ai entendu tellement de politiques parler de courage politique pour le retour à 60 ans. Courage politique. Et le courage politique. Et le courage la des démagogie. Électeurs, et le courage des électeurs. Mais pardon, on parle toujours des politiques, mais les Français se sont habitués aussi. Bien sûr. Évidemment, à ces régimes-là, et ils ne veulent pas en changer. Il faut débrancher la pompe. Les Français ne veulent pas faire d'efforts. Mais Elisabeth, il faut débrancher la pompe. Et on peut les comprendre, mais il faudra assumer, il ne faudra pas pleurer sur le lait renversé. C'est malheureusement le côté pile de la démocratie. La démocratie suscite et génère un peu de clientélisme. Le député qui est à l'Assemblée nationale, il va en circonscription. Je vous ai compris, je vous ai entendu, 60 ans. Non, je suis mieux 10 ans, moi. 59 ans, 58 ans. Le député, celui qui produit, qui fabrique la loi, a été pendant des années totalement schizophrène par la gauche le sait. La gauche le sait, mais elle ne bouge pas. Est-ce que vous pensez que le politique qui aura le courage de tenir un discours vraiment de lucidité sur un système de retraite, il sera élu? Non. On fait un pari? Non. Dans 10 ans, il n'y aura plus de retraite. Et vous dites quoi, vous, Elisabeth? Vous pensez quoi? Il sera élu? Je pense que celui qui dit qu'il faut travailler jusqu'à 67 ans, il ne sera pas élu, et d'ailleurs, personne ne le dira. Personne ne le dira, sauf ceux qui ne veulent pas être élus. Sauf ceux qui ne veulent pas être élus. Pascal Perry. Je suis assez d'accord. Moi, ma thèse, c'est l'effondrement ou rien. Il faut attendre que le pays s'effondre, qu'on n'ait plus d'argent public pour payer les retraites. C'est dramatique pour nous. Financer les médicaments dans les hôpitaux. Il faut qu'on en soit là pour que, à mon avis, on ait une réaction. Vous savez, on donne le coup de rein en bas de la piscine, on a touché le fond, etc. Puis on remonte. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce que les peuples des grands pays européens sont à peu près tous comme ça. Il a fallu l'arrivée de la Troïka en Grèce, parce qu'il y avait le déni en Grèce. On payait pas d'impôts, on faisait tout pour ne pas payer d'impôts. Ils ont créé des millions d'emplois de fonctionnaires, de jardiniers, de cuisiniers, etc. Jamais de contrôleurs des impôts. C'est un pays dans lequel on ne paye pas d'impôts. Et donc, il y avait un déni. En Espagne et dans tous les pays où la Troïka est arrivée, c'était la même chose. Il y avait un déni de la réalité. C'est-à-dire que vous aviez des gens encore pour penser qu'il y avait de l'argent magique. Et il a fallu l'arrivée du docteur, mais alors, le docteur avec de la chirurgie lourde, pour que les peuples réagissent. Donc, Pascal, le malheur, c'est qu'on nous prête encore. Alors, on nous prête pour le moment. Le moment. Mais le jour où ça s'arrête. Le jour où l'ACOS, qui est l'agence qui emprunte pour la sécurité sociale, c'est l'agence France Trésor de la Sécu, ne pourra plus aller élever ses 50 milliards d'euros chaque année sur le marché pour payer un petit bout des retraites, un petit bout de l'hôpital, un petit bout des remboursements de médoc, vous verrez que les choses changeront. Alors, Pascal, voilà ma question, elle est très précise. Pourquoi le système des retraites, qui est un système, j'ai le droit de dire, assurantiel, de nature assurantielle, c'est un système assurantiel. Moi, ma compagnie d'assurance, elle empoche plus qu'elle ne débourse chaque année. C'est pour ça qu'elle est toujours là. Pourquoi le système assurantiel français dépense plus qu'il ne remporte? Il faut être juste et dire la retraite des secteurs du privé est équilibrée en France. Alors, il faut intégrer ce paramètre. Vous prenez même Agirc Arrco, qui est la retraite complémentaire des travailleurs du privé. Agirc Arrco a entre 50 et 60 milliards d'euros de réserve. Et le système général ? Le système général est à peu près à l'équilibre sur le privé, quand on mesure sur une génération. Puisque la retraite, pour répondre à votre question, Eric, ça s'apprécie pas année par année, ça s'apprécie sur une génération. C'est les 70 milliards d'euros de subventions d'équilibre des fonctionnaires d'État qui est en cause. Pour des raisons démographiques, pour des raisons qui sont liées au fait que le taux de cotisation de l'État comme employeur est surabondant par rapport au secteur privé, c'est ce qui conduit à la situation que vous avez décrite, qui est que ce sont nos impôts qui payent. Mais Pascal, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, monsieur le professeur. Je ne comprends pas. Comment le système assurantiel des retraites du privé peut-il être à l'équilibre et pas le public? Il suffit que les gens du public prennent les recettes qui fonctionnent dans le privé pour se mettre à l'équilibre. Qu'est-ce qui fait qu'à l'équilibre... Il y a plus de... Je vais vous répondre. La différence, c'est qu'il y a une caisse de retraite du privé, mais il n'y a pas de caisse de retraite du public. L'État est
assureur en dernier recours, y compris de ses propres salariés, de ses propres employés, les fonctionnaires d'État. Je parle ni de la fonction publique de la santé, ni de la fonction publique des collectivités territoriales, mais l'État. Quand l'État s'engage à embaucher un fonctionnaire, il l'embauche en tout pour 73 ans. C'est-à-dire qu'il garantit son revenu même à la retraite. Il n'y a pas de caisse de retraite, mais il s'engage à garantir le revenu du fonctionnaire. C'est 42 ans d'activité. Est-ce que le fonctionnaire travaille moins que dans le privé? C'est déjà un élément de réponse. Moins longtemps? Non, il travaille 40 ans, à peu de choses près. Vous avez 20 ans de retraite et entre 10 et 13 ans de pension de réversion. C'est ça, en réalité, la retraite des fonctionnaires. Comme il n'y a pas de caisse de retraite, l'État est le payeur en premier et en dernier. Pourtant, un agent public, un enseignant, il cotise. Oui, mais son cotisation est très faible, très insuffisant. Alors, pardon, il cotise moins, il travaille moins longtemps. Oui. Et par ailleurs, il y a plus de retraités que d'actifs. C'est ça la réponse à la question? Et il vit jusqu'à 85 ans. C'est l'allongement de la durée de la vie. Moi, je voudrais vous parler de mon papa. Oui. Alors, il travaillait à EDF. Il est gazier. Il travaillait à EDF. Il était ingénieur à EDF. Il nous regarde, il est là, il est en pleine forme. Mais il l'était parce qu'à partir de 60 ans, il est parti à la retraite. Je me souviens, il a regardé ses costumes à Nantes et il m'a dit c'est fini. J'ai plus besoin de costumes. Il était très triste parce qu'il aurait bien continué à travailler 2 ou 3 années de plus, mais ça n'était pas possible à l'époque. Il est né en 1939, donc il a 86 ans. Ça va bientôt être son anniversaire. Bon. Eh bien, mon papa, il perçoit une retraite d'EDF depuis 27 ans. 27 ans. Et donc, quand vous dites qu'il a été embauché, quand il a été embauché dans les années 60, finalement, EDF lui a garanti un emploi. C'est un régime spécial. Un emploi à vie. C'est un cas un peu différent. C'est pas la fonction publique, ça? Alors, non, c'est un régime spécial. Mais le régime spécial d'EDF a rejoint le régime général. Techniquement, EDF a versé une soulte, c'est-à-dire une certaine somme au régime général pour que ses salariés soient pris en charge. Mais les conditions d'accès à la retraite de votre papa, Eric, ont dû être extrêmement favorables parce qu'en effet, le taux de remplacement dans le secteur de l'énergie est très favorable. Et on calculait à l'époque la retraite sur les 6 derniers mois, alors qu'on le fait sur les 25 meilleures années dans le secteur du privé. Donc retenez simplement un truc, c'est que le système de retraite du privé est à l'équilibre, c'est le système public qui coûte cher aux contribuables. Et pourquoi est-ce que en Alsace-Moselle, c'est le Concordat, pourquoi est-ce que ils sont à l'équilibre? Eh ben parce que c'est mieux géré, tout simplement. Il y a des mesures spécifiques. Mais c'est pas seulement un problème de gestion. Il y a des mesures, il y a des mesures spécifiques. Parce qu'on est proche de l'Allemagne. On est proche de l'Allemagne et donc il y a une influence du système social allemand sur l'Alsace et la Moselle. Mais c'est l'allongement de la durée de la vie. Personne ne le prend en compte. Désormais, sur les fonctionnaires, la masse salariale des retraités, il y a un fonctionnaire retraité pour un actif, d'accord ? Chez les gaziers, chez les électriciens, désormais, il y a moins d'actifs que de retraités. 0,9. C'est formidable pour votre papa d'avoir 26 ans de retraite. Mais qui avait anticipé et imaginé il y a 15 ans qu'on puisse passer à la retraite 30 ans ? 25 ans, 30 ans à la retraite, et c'est les actifs, les jeunes actifs qui payent, qui peuvent pas se loger, qui peuvent pas. On dit qu'ils ont plus d'enfants, ils ont un pouvoir d'achat qui est plus faible que les retraités. C'est unique au monde. Il y a eu un graphique dans le Financial Times encore mercredi qui a explosé sur les réseaux sociaux. On est le seul pays de l'OCDE où le pouvoir d'achat, je parle pas des revenus, le pouvoir d'achat des retraités est supérieur à celui des actifs. Vous trouvez ça normal ? Juste dans le dernier budget. L'indexation sur les retraites, ça a été remis. Bah oui. Il y a eu la suspension de la réforme des retraites aussi. Oui. Donc ça, c'est pour avoir un budget, parce qu'on a le Parlement qu'on a. La gauche est responsable. Quand je disais les électeurs manquent de courage, je me compte aussi. On est biberonné, évidemment, à être entretenu dans un système d'État qui nous couvrirait et nous protégerait. Ça n'est plus le cas. Juste une chose, il a fallu qu'une ministre du Travail italienne vienne pleurer devant la télévision pour faire prendre conscience aux Italiens de la situation dans laquelle ils étaient à une certaine époque. Et comme le dit Pascal, il y a un moment où on ne pourra plus, tout le monde viendra pleurer, mais ce sera
Trop tard. Donc c'est intéressant dans la perspective de la présidentielle. Parce que c'est normal que ce soit financé par les impôts. Bien sûr. Que les retraites soient financées par les impôts. impôts, c'est fait pour l'investissement. Non, c'est pas normal. C'est fait pour les finances comme l'école, les routes. Alors si, je suis pas d'accord avec vous là-dessus. Je pense que c'est normal parce que il n'y a pas de caisse de retraite des fonctionnaires d'État. C'est comme ça. Il y a toujours eu, c'est historique. Il faut en créer une. Non, on peut pas en créer une aujourd'hui parce qu'il faudrait investir un montant de capital tel que la France ne peut pas se le permettre. Donc, ce qu'il faudrait faire, ce qui serait utile, parce que la tendance démographique est pas bonne. Mais non. La tendance démographique, c'est la situation suivante. Le tableau est simple. Vous aurez de moins en moins de fonctionnaires d'État, de plus en plus de gens qui seront embauchés sur la base de contrats de droit privé, y compris pour remplir des missions de service public, et vous aurez une cohorte de fonctionnaires à la retraite de plus en plus abondante, avec des gens qui, comme le dit Renaud, vont vivre de plus en plus longtemps, et c'est une bonne nouvelle. Donc, tendanciellement, la situation va s'aggraver. Les deux choses à faire immédiates, qu'on pourrait faire immédiatement, c'est augmenter la durée de cotisation des fonctionnaires d'État, c'est-à-dire repousser la borne de la retraite et non pas aller à 60, mais à 64, voire à 65, pour ceux qui ne sont pas exposés à la pénibilité. Et deuxième mesure qu'on pourrait prendre immédiatement, c'est calculer... Alors immédiatement, c'est dans les semaines ou les mois qui viennent. Hein. Non, mais je vous laisse le mot politique. Il faut les 20 dernières années. Il faut supprimer le principe de calculer la retraite des fonctionnaires sur les 6 derniers mois, pour l'aligner sur le secteur du privé. Mais il faut les augmenter. En plus. Il faut augmenter une partie des fonctionnaires. Parce que si vous calculez les retraites sur les 5 dernières années et que vous passez aux 20 dernières années, eh bien, les salariés du privé sont relativement, et encore, un peu mieux payés que ceux du public. Oui, maintenant c'est à peine. C'est fini ça. Oui, c'est fini. Oui, mais enfin bon, le policier et le prof qui a 30 élèves par jour et qui rentre harassé le soir, bon, il a un travail moins difficile que celui qui fait de la compta ou du marketing dans une boîte privée. Voilà, les fonctionnaires, ils tiennent aussi la République. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, je vous ai... mais vous étiez sur votre portable, vous êtes affolé ? Non, pas du tout. Ah bon ? Non. Je pense quand même à un truc, c'est que il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui, dans l'esprit français, de la grande tradition française, raisonnent vase communicant et se disent il faut baisser les pensions des retraités parce qu'à force de vous écouter condamner le fait que les retraités en France ont un niveau de vie un peu supérieur aux actifs, beaucoup de gens disent très bien, on va baisser le niveau de vie des retraités puis comme ça les vaches seront bien gardées. Mais non, moi je suis pas d'accord. Les retraités dans le privé, ils sont des millions de retraités du privé. Le régime est à l'équilibre. Il prouve que les pensions ne sont pas volées. Ils ont cotisé et arrêtons ce bashing des retraités. Les retraités ne volent pas leurs pensions. Assez longtemps. Simplement. Comment Comment ? Non, mais moi je suis pas contre votre point de vue, mais on travaille plus. Une fois qu'on sera au pied du mur et qu'on n'aura plus d'argent, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille plus. Vous savez, en Italie, en Grèce, on a entre autres baissé les pensions de retraite pour rétablir la situation. De 30%. Il se trouve que c'est pas sympa pour les bons élèves. Il se trouve que la totalité du système des retraites du privé est à l'équilibre. Parce qu'on n'anticipe pas. Parce que... Donc ça va être encore, Elisabeth... À la présidentielle prochaine, les candidats qui proposeront de baisser l'âge de la retraite sont peut-être ceux qui vont gagner. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites aux Français ? Elisabeth, qu'est-ce que vous dites aux Français ? Ceux qui l'annoncent. Je dis que... Ceux qui l'annoncent. Maintenant, seront-ils ceux qui le feront ? Parce que, confronté au grand livre comptable des retraites, demain, je me situe dans la perspective de 2027, Mélenchon, Bardella ou qui que ce soit d'ailleurs confronté à la logique, va se dire bon sang. Maintenant que je suis Comment je fais ? Maintenant que je suis là, il faut que je trouve quand même quelques dizaines de milliards d'euros, à défaut des gens un peu naïfs qui ont voté pour moi en disant c'est formidable la retraite à 60 ans, c'est le prolongement des grands succès de la Révolution française. Ces gens-là à qui je pourrais plus payer les pensions de retraite vont se retourner vers moi. Mais parce qu'ils vont soit taxer les plus riches, mais ils auront foutu le camp. Il y a de l'argent à prendre sur. Écoute, mais Elisabeth, juste une chose, Elisabeth. Ils auront foutu le camp. Juste une chose, Elisabeth. Oui, peut-être. Les Français regardent LCI. Les Français savent exactement ce que nous disons. Ils le savent. Ils savent. Mais ils sont schizophrènes. Je
Je suis schizophrène, regardez-moi. Je suis un garçon d'un naturel un peu fainéant. Si on me disait, écoute Eric, il y a une possibilité pour toi de partir à la retraite dans 15 jours, je dirais oui, alors que je sais qu'il faudrait travailler beaucoup plus longtemps. Bon, mais vous voyez ce que je veux dire. On a tous ça en nous. Eh ben, mais faut vous obliger. Mais faut vous obliger. Il faut obliger. Notre système démographique, c'est Ponzi, c'est la pyramide de Ponzi. Vous avez raison. Il est mort, le système des retraites. Il est mort, il faut dire la vérité. Il faut obliger les Français, notamment les fonctionnaires, à changer de système. Moi, j'en veux beaucoup à la gauche. Et j'en veux pas à la France Insoumise. J'en veux pas à la France Insoumise, ni au Rassemblement National, qui sont dans des niches politiques bien connues. Mais qu'un parti de pouvoir, d'alternance, le Parti Socialiste, continue à militer pour une retraite à mais la droite a fait pareil. Oui, alors, la droite a manqué de courage. Dans ce cas, j'en veux beaucoup plus à la droite. Alors. Bon, franchement, c'est pas sérieux. La droite pense à gauche, ne l'oubliez jamais. Nicolas Sarkozy, François Hollande ont augmenté l'âge de la retraite par la durée de cotisation. Mais c'était pas assez. Oui. Non, c'était pas assez. Ah oui, c'est pas assez. Ils l'ont fait quand même. Pour Anne, c'était bien. C'était Hollande. Bon, mais qu'est-ce que j'aime nos débats enflammés. On a un train de vie. On a un train de vie de jeunes. On verra si effectivement c'est au cœur de la prochaine campagne présidentielle. Vous restez avec nous, on a un chiffre choc à vous proposer. Figurez-vous que 38% des Français disent que oui, la torture c'est bien, qu'il faut l'utiliser. Évidemment, nous, ça nous a tous interpellés ce matin. On la commente, cette étude, ensemble, dans quelques minutes. Voyons. On va commencer par la retraite. Magali Lunel, Kazakh jaune pâle, Éric Brunet, Kazakh bleu pâle. Nous sommes là pour vous, mesdames, messieurs. Il nous arrive de commenter des chiffres, des sondages un peu fous. J'allais les présenter après. D'accord, elle n'a pas de Kazakh. Bon, voilà, Elisabeth Martichoux, Kazakh noir, et Renaud Pila, Kazakh blanc, bleu. Voilà. Tout le monde est là. Donc je vous disais, il nous arrive parfois d'avoir des sondages un peu étranges. Alors on regarde toujours l'Institut de sondage. Il y en a qui sont pas sérieux, des instituts de sondage. Il y en a qui sont plus sérieux. Et l'IFOP, par exemple, l'IFOP c'est une grande maison traditionnelle, l'IFOP. Et alors là c'est l'IFOP qui nous livre un sondage, enfin une étude dingue sur les Français et la torture. Et alors là, franchement, fallait qu'on parle de ces chiffres. 38% des Français estiment qu'il est acceptable d'avoir recours à la torture. Alors, la question est très précise. Dans certains cas exceptionnels, mais quand même 38%, ce chiffre nous a alertés ce matin. C'est un sondage qui a été fait par l'IFOP pour l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et cette association, regardez par la voix de son président, qu'est-ce qu'il dit ? Cette évolution, parce qu'en fait ils sont de plus en plus nombreux à accepter la torture, cette évolution traduit un basculement des mentalités alimentées par des peurs collectives et une instrumentalisation de la sécurité nationale. Le débat entre nos éditorialistes. Elisabeth, est-ce que c'est une banalisation inquiétante ? Alors pour ou contre la torture, on va peut-être pas être en grand désaccord avec... on va avoir du mal. Non mais moi j'ai envie de vous dire, la peur est évidemment mauvaise conseillère. Parce que l'idée, si j'ai bien lu un peu ce sondage, c'est en cas vraiment de nécessité, c'est-à-dire il y a un acte terroriste, on a pris les coupables et on veut qu'ils aillent plus loin, qu'ils dénoncent leurs complices ou leurs commanditaires. Et donc là, vous avez effectivement 38% des Français qui se disent c'est un recours pour rendre justice et poursuivre des malfaiteurs. On est dans une situation, dans un monde, une époque de péril. Et donc, la peur est mauvaise conseillère, en effet. Moi, ce qui me terrifie, c'est que je pense à ces jeunes femmes et hommes en Iran qui se font torturer après avoir été arrêtés, sinon même tués. Mais quand ils sont dans la fameuse prison d'Irvine, il y a des tortures. Il y en a aussi dans d'autres pays. En Russie, on peut torturer. Nous, on ne pratique plus la torture. Alors, certains diront... Mais je les laisse à leur délire que la police française peut torturer. Alors, aujourd'hui, de nos jours, certainement pas. Mais voilà, on est dans une société de peur et la peur amène à effectivement ce qu'on puisse concevoir des méthodes qui sont absolument incompatibles. Et je vais terminer par ça, si vous voulez bien, avec la démocratie. Voilà. C'est difficile d'interviewer Elisabeth parce qu'Elisabeth elle est présentatrice, donc elle connaît toutes nos astuces formelles. Je dirigeais mon bras vers Renaud pour lui dire à vous de parler, et elle me dit arrêtez. Je termine. Elle connaît nos trucs. Juste Renaud Pilin, le jeu que nous avions avec mes copains là, dans la cour d'école, la question qu'on se posait souvent quand on jouait comme ça, c'était si tu sais
qu'un terroriste sait où se cache la bombe qui va exploser dans 1 heure. Oui. On jouait à ça, on jouait à la guerre. Vous venez de l'inventer, là. Non. J'avais 15 ans, on jouait à la guerre, etc. Est-ce qu'on a le droit de torturer un terroriste qui va... On disait tous oui. Si le gars sait où est la bombe qui va exploser dans 1 heure, on était des petits garçons, des adolescents. Tout le monde a eu cette discussion. Vous avez eu cette discussion. Bien sûr. Vous n'auriez pas eu la réponse. Parce que qu'est-ce que c'est de la torture? Regardez, l'évolution. Non, je vous en prie. Regardez pour les commenter, c'est vous qui allez les commenter, parce que ce qui est important, c'est l'évolution de la société. Donc en 25 ans, le pourcentage de Français qui sont pour la torture n'a cessé d'augmenter. En 2000, ils étaient 25% de Français à être pour la torture. En 2016, ça a été 36%. Ça a augmenté en fait après les attentats de 2015, les attentats de 2015. Eh bien, ça augmente jusqu'à atteindre 38% aujourd'hui. Oui, et c'est le basculement, le terrorisme. Quand on regarde effectivement cette courbe d'évolution des pourcentages, c'est vraiment 2015, c'est le Bataclan, c'est Charlie Hebdo qui provoque 11 à 12 points supplémentaires pour être favorable à la torture. Oui, non, c'est le terrorisme. C'est le terrorisme. Bon, on avait quand même 25% dans les années 2000, c'est pas rien, 1 sur 4. On peut imaginer, on n'a pas les tranches d'âge, mais on peut imaginer effectivement que dans les tranches d'âge les plus âgées, on a des souvenirs de guerre et on peut considérer que c'était efficace. Mais on a les tranches politiques. Vous avez vu, 70% des électeurs de gauche se disent farouchement opposés à la torture, alors que plus on va à droite, plus on va vers le RN, où ils sont pour la torture. Absolument. Donc le terrorisme, c'est le basculement 2015. Mais deuxièmement, il faut regarder scientifiquement les effets de la torture. Or, le livre référence, il a été écrit en 2018 par un professeur de neurosciences irlandais qui a travaillé extrêmement scientifiquement sur la torture. Son bouquin « Pourquoi la torture n'est pas efficace » et toutes les études empiriques des psychiatres, des neuroscientifiques ont montré que la torture crée un tel effet de stress, de peur, de sidération, que ça altère le fonctionnement du cerveau. Bien évidemment, on peut l'imaginer avec tous les liquides qui sont dans les neurones, adrénaline, neuroline, enfin bon, il y a 12, on peut faire un cours mais je m'étais intéressé un peu au sujet, eh bien, votre discernement est totalement aboli, donc vous mentez. C'est dingue ça. Bah oui, il faut lire ce bouquin. Ça contrevient totalement à tous les scénarios de séries américaines qu'on peut voir. Parce bien que sûr. Le gars, il l'enlève chez lui, il l'attache, il le tape. Où est le trésor? Où est l'argent? C'est du flan. C'est du flan. La torture n'est pas efficace. Et que la vie, c'est pas comme dans les livres. Et alors, est-ce que je peux me permettre de donner un petit conseil de lecture? Parce que pour tous ceux qui veulent se guérir d'un appétit pour la torture, je lis en ce moment un livre qui s'appelle L'Appel de Madame Guerriero et qui est un livre sur une Argentine qui a été, une Brésilienne, pardon, qui a été dans un centre de détention pendant la dictature. Pendant 2 ans, elle avait 19 ans, elle a accouché, etc. L'appel de Madame Leilo Guerreiro. Lisez ce livre, il est extraordinaire. Difficile de dormir, mais ça, sur la torture, ben oui, bien sûr. Et ça pourrait non, mais quand je dis ça, c'est qu'elle a été torturée, violée. C'est le viol dans les centres de torture. Et bon, il faut apporter de la connaissance sur ce qu'est réellement la torture pour expliquer aux 38% qui sont pour que, en plus, en disant que c'est pas efficace, ça marche pas. Il faut oublier la torture. On oublie la morale, ça marche pas. Allez, le cerveau dysfonctionne. Extrêmement intéressant en tout cas. Vous restez avec nous, on va prendre des nouvelles des négociations en cours. Vous le savez, à Oman, entre l'Iran et les États-Unis. Ça se passait pas très bien. On en a parlé il y a 1 heure environ. C'était extrêmement tendu. Les 2 parties n'arrivaient même pas à se parler en face à face. Ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur l'ordre du jour. Et en plus, chacune des deux parties sont en train de montrer les muscles, quoi. Oui, on vous montrera d'ailleurs le tout nouveau missile qu'a exhibé la République islamique d'Iran à la veille de ces négociations. Vous verrez ça. À tout de suite. Quelle joie de vous retrouver, mesdames, messieurs, avec plein d'éléments là qui nous perturbent un peu, qui arrivent latéralement pendant que nous construisons cette émission avec Magali Lunel en jaune poussin, moi-même kazakh bleu pâle. On travaille énormément, sachez-le. Si je vous parle de ça, c'est que nous travaillons énormément la coordination des couleurs. Ne pensez pas que... Oui, mais vous avez commis une erreur fatale. C'est pas un jaune poussin. Vous devriez le savoir. Vous mentez, c'est un jaune canari. Un jaune canari. Ah, Elle est
est supportrice du FC Nantes, Magali, vous savez bien, et moi de même. Bon, autour de la table, redevenons sérieux parce que l'actualité est quand même grave. Un général qui n'a pas la langue de bois, le général Patrick Dutart, pardon. Nous avons également un réfugié politique iranien en la personne de Didier Djadi, merci d'être avec nous. 2 éditorialistes de poids, Elisabeth Martichoux et Renaud Pilat. Une journaliste remarquable qui travaille et prépare les dossiers et va nous parler dans un instant de ce nouveau missile iranien qui m'inquiète quelque peu. Nivine Potros. Et puis un baroudeur international qui a une vie de rêve, qui va du Groenland à l'Iran. Vous êtes allé déjà en Iran Jamais. Jamais encore. Mais vous êtes allé dans pas mal de pays. On peut 2 ou 3, oui. 200-300. Modestement. Et pas forcément les Seychelles et les Maldives, quoi, plutôt. Maldives, oui, Seychelles, non. Bon, merci d'être avec nous, en tout cas Thomas Misraki. Bon, d'abord, est-ce qu'on a des éléments sur les négociations entre les Iraniens et les Américains qui m'ont l'air assez mal engagés, qui commencent ce jour à Oman? Oui, ça a commencé ce matin, même aux alentours de 9h, entre les Iraniens et les Américains, mais c'est extrêmement tendu, c'est tellement tendu qu'ils n'arrivent pas à se parler directement. Regardez les images qui viennent de nous parvenir il y a quelques instants seulement. En fait, dans une pièce, il y a la délégation iranienne qu'on voit ici, avec le ministre des Affaires étrangères d'Oman, et ce même ministre des Affaires étrangères d'Oman, eh bien, va voir ensuite les Américains qu'on voit ici, avec Steve Witkoff et Jared Kushner. Et donc, en fait, il fait la navette. Sur quoi? Sur Médiateur. Le cadre de ces négociations. Pour le moment, les 2 pays n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur l'ordre du jour. Donc, le médiateur, il va voir les uns. Ah bon, on voudrait parler de ça. Il va voir les autres, donc les Américains. Ah non, nous on voudrait parler de ça. Et puis il refait la navette. Donc pour l'instant c'est très tendu. Ils n'arrivent pas vraiment à se parler. Voilà pour les négociations. On y reviendra dans un instant. On aura forcément d'autres nouvelles du côté de Thomas. Mais on voit que chacun des 2 pays montre aussi les muscles. Et l'Iran, évidemment, opportunément, quelques heures avant le début de ces négociations, a diffusé des images, pas n'importe lesquelles, Nivine, les images d'un missile. Qu'est-ce que c'est que ce missile? Alors laissez-moi vous présenter le Khorramshahr 4. C'est un missile balistique qui a été dévoilé hier soir à la télévision iranienne. Après 3 ans de tests, ça y est, nous disent les Iraniens, ce missile balistique est désormais opérationnel. On connaissait de son existence depuis plusieurs années, mais cette fois, nous disent les Iraniens, eh bien, il est capable d'être tiré un peu partout sur Terre. Toujours selon ce régime iranien, eh bien, il s'agit de l'un des missiles les plus puissants de son arsenal, avec notamment une portée de 2000 km, capable d'atteindre des vitesses extrêmement rapides, 20 000 km par heure. C'est 8 fois quand même la vitesse du son, capable aussi de transporter une charge de 1500 kg d'explosifs. Là aussi, c'est très impressionnant. Selon l'agence de presse Fars, qui est très proche du régime, eh bien, ce missile, il pourrait atteindre Israël, par exemple, en seulement 12 minutes. Alors, 12 minutes, ça peut sembler peu impressionnant, mais selon la presse israélienne, eh bien si, ça l'est. C'est même très dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est un délai très court, si bien que les systèmes de défense anti-missiles israéliens, eh bien, ils n'auraient pas forcément le temps de le repérer et de le détruire à temps, ce qui voudrait dire que dans les faits, ce missile, il pourrait frapper le territoire israélien. Encore faut-il bien évidemment que ces caractéristiques soient vraies. On sait que souvent, avec le régime iranien, eh bien, il y a beaucoup de propagande et pas forcément beaucoup de faits. Il y a ce missile. Ouais. Je lis le petit texte en bas. La ville des missiles, ville des missiles, c'est quoi? C'est le nom de ce missile? C'est Ville joyeuse en fait. Ville joyeuse. Ville joyeuse, c'est la traduction effectivement du nom de ce missile qui fait référence à une ville iranienne qui a été reprise après la guerre avec l'Irak. Donc c'est aussi un nom qui symbolise une victoire militaire iranienne. Évidemment, tout est dans le sang. Vous savez, Divine, ça me fait penser à opportunément Vladimir Poutine au cœur de la guerre contre l'Ukraine. Mon général Vladimir Poutine qui
qui, dans un moment stratégique, comme ça, sortait son nouveau vecteur ultra performant, qui était capable d'ailleurs de transporter des charges nucléaires ou pas. Et donc, voilà, il montrait des images comme ça. Et là, vous nous parlez, Nivine, de 12 minutes pour atteindre Israël depuis les... Mais souvenez-vous, les propagandistes de Poutine faisaient des croquis. Vous disiez 180 secondes pour aller à Paris, 210 secondes, je me souviens des chiffres, 210 secondes pour toucher Londres, etc. Donc, on est à peu près dans la même dramaturgie, dans la même communication ou dans la même réalité. C'est peut-être pas que de la com, hein. Exactement. Et alors, on connaît sinon, alors, d'accord, l'Iran exhibe ce missile, opportunément, je le disais quelques heures avant les négociations, mais on connaît sinon l'arsenal iranien ? Alors évidemment, c'est très difficile d'avoir des chiffres précis, mais selon les différents experts, on estime qu'aujourd'hui, Téhéran dispose de 2000 missiles balistiques de longue portée, de 150 à 200 lanceurs. C'est très peu d'ailleurs au prorata du nombre de missiles. Téhéran a également 1000 drones dits stratégiques, ça veut dire d'une portée de 2000 km, donc là aussi de toucher une très large partie du Proche-Orient. Aujourd'hui, l'Iran est considéré comme le pays possédant le programme de missiles le plus important de l'ensemble du Moyen-Orient, et ce, il faut le dire, c'est très important, Eric, malgré les frappes américaines et israéliennes. Vous vous souvenez de la guerre des 12 jours en juin dernier? On nous avait dit que l'arsenal iranien avait été totalement détruit, ou en tout cas pour moitié. Eh bien, c'est tout l'inverse. Attendez, je veux comprendre. Vous venez bien de prononcer la phrase suivante. Aujourd'hui, on considère que l'Iran, ce pays qui est sous sanction depuis des années, ce pays qui a été frappé durement par les Américains, la guerre des 12 jours, ce pays qui a déjà utilisé pas mal de son arsenal, notamment dans la perspective de cette guerre-là, ce pays-là est aujourd'hui mieux armé que ses voisins de la péninsule arabique, par exemple, l'Arabie Saoudite. Non seulement il est mieux armé, mais surtout il a atteint un niveau jamais égalé. Jamais l'armée iranienne n'a été aussi puissante qu'aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis la guerre des 12 jours, Téhéran a mis son économie au service de cet armement. Les usines, elles tournent à plein régime, 24 heures sur 24, si bien que selon un ancien diplomate iranien, l'Iran a doublé sa production de missiles depuis juin dernier. C'est ce qu'affirme également le ministre iranien. Ça, c'est de la propagande, mais je voulais vous montrer quelque chose de très important. C'est nos confrères de New York Times qui viennent de publier des images satellites, des infrastructures qui ont été visées en juin dernier par les frappes israéliennes et iraniennes. Et que nous disent ces images satellites du New York Times ? Les frappes américaines et israélienne. Au mois de juin. Non seulement l'ensemble des bâtiments a été reconstruit, on le voit sur ces images, sur ces comparatifs satellites. C'est quoi avant, après? En haut, c'est avant? C'est au moment des frappes, vous le voyez, plusieurs bâtiments détruits en haut. Sur l'image d'en bas, cette fois, c'est en janvier, les bâtiments sont à nouveau fonctionnels. Sur une autre image, on voit que non seulement tout a été réparé, mais que par endroits, sur certains sites visés, les Iraniens sont même parvenus à étendre leurs usines de construction de missiles balistiques, ce qui veut dire que malgré les dires de Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, l'armée iranienne, elle n'a pas du tout été détruite comme l'affirmaient les Israéliens. Elle s'est au contraire agrandie. Ça, c'est complètement dingue. Commentaire Didier Idjadi. De toute façon, vous l'avez toujours dit. Franchement, quand on a Idjadi dans l'équipe, on sait que il l'a toujours dit. Idjadi, il a dit l'Iran peut crever de faim. Les Iraniens, oui. Les crédits affectés au nucléaire et à l'armement ne bougeront pas. Ils resteront intacts. Vous l'avez toujours dit. Intacts et à l'augmentation. En augmentation. Si vous voulez, c'est l'effort du régime iranien depuis le départ. Il a toujours dissimulé. Il n'a jamais dit la vérité au peuple iranien. Les Iraniens ne savent pas quel est le budget véritable, car la recette pétrolière va directement vers, justement, c'est l'arsenal. Et un dernier point, si vous me permettez. Concernant les missiles, il y a à peu près 6 familles de missiles en Iran là. Et donc la dernière qui est Khorramshahr, qui est parmi le modèle le plus évolué, qui était jusqu'à maintenant un petit peu en essai, mais désormais ils l'ont mis effectivement dans le domaine des frappes. Alors n'oublions pas également, nous avons également en parallèle des drones et des drones
bien évidemment, l'estimation est donnée entre 2 à 3 000, mais j'ai vu également une source israélienne qui nous donne effectivement le chiffre de 80 000 drones. Donc 80 000 drones. Et donc, effectivement, à ne pas sous-estimer, effectivement, la capacité de nuisance du régime islamique. Comment, mon général, est-ce qu'on peut avoir les équipements de ce type, missiles, bombes de toute nature, aéronefs, les plus performants du Golfe du Golfe Persique, de toute la région d'ailleurs. C'est fou. Moi, j'étais persuadé que les Iraniens, sur le plan militaire, étaient littéralement écrabouillés par des années d'embargo, de sanctions. Non. Alors, c'est oui et non. En ce qui concerne les missiles, c'est une spécialité iranienne, en fait, tout simplement, depuis longtemps. Ils ont des ingénieurs de très haute pointure, ce qui démontre d'ailleurs la dangerosité du programme nucléaire iranien. Ils ont toujours travaillé là-dessus. Par construction, l'Iranien, il y a beaucoup d'ingénieurs qui étaient des ingénieurs de haut niveau. Donc, c'est pas totalement surprenant. Par contre, je veux relativiser les images qui étaient montrées tout à l'heure sur les destructions avant et maintenant. Si vous regardez bien, ce ne sont pas des frappes américaines, ce sont des frappes israéliennes. Et les frappes israéliennes, qui étaient de petits modèles, avaient pour but essentiellement de tirer les systèmes solaires. Là, ce qui a été reconstruit, ce ne sont pas des systèmes solaires, ce sont des bâtiments. Un bâtiment, ça va assez vite en fait, certains bâtiments. Donc, c'est pas, à mon avis, suffisamment significatif. Ça n'empêche pas qu'il faut être effectivement extrêmement vigilant. Donc, aujourd'hui, l'armada iranienne, entre guillemets, par exemple, elle n'a pas d'aviation. Elle n'a pas de système solaire parce qu'elle ne sait pas les faire. Elle n'a pas de radar de puissant parce qu'elle ne sait pas bien les faire. Et puis, elle ne dispose pas d'avions. D'avions de combat, il n'y a plus aucun avion. Donc, vous voyez, dans ce domaine-là, et puis une marine qui est extrêmement faible. Donc, il faut modérer absolument la puissance. Par contre, là, ici, on avait quand même, vous parlez d'une marine très faible, on avait le général Vincent Desportes qui était là il y a quelques jours, qui disait: j'ai participé il y a quelques années à un essai grandeur nature aux côtés des Américains avec la Navy américaine, et qui faisait que les grands porte-avions en situation avaient été battus par des petites embarcations, un essaim de petites embarcations iraniennes qui l'avaient coulé, quoi, en gros. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est ce que ont les gardiens de la Révolution. Ils ont des petits bateaux extrêmement rapides, extrêmement efficaces, et cela, faut pas les estimer. Mais ils ne peuvent pas aller très très loin en mer. C'est pour ça d'ailleurs que le porte-avions Lincoln se trouve actuellement à 800 km des côtes. Thomas, je vous donne la parole, mais vous savez qu'on a une équipe qui nous attend sur place, et vous savez ce que c'est quand on est des journalistes sur le terrain et qui attendent d'avoir... Non, il sait pas. C'est un journaliste de salon. C'est un journaliste de salon. Il n'a jamais... De ce qui vient d'être dit pour plusieurs raisons. Alors d'abord, on sait évidemment que les Iraniens se réarment parce qu'on sait ce qui rentre dans le pays. On connaît les échanges avec la Russie notamment, mais pas seulement. Donc on sait qu'il y a un réarmement en cours. On sait qu'il est important. En revanche, qui bénéficie de ces chiffres que vous venez de publier, qui sont opportunément donnés au New York Times juste aujourd'hui? Ce sont paradoxalement les Israéliens pour dire attention, nous on veut frapper maintenant, et ce sont aussi les Iraniens qui en bénéficient par paradoxe, parce qu'ils montrent ces chiffres qu'ils sont peut-être plus forts que ce qu'ils ne sont. 80 000 drones, dites-vous. Quel type de drone? L'usine du Tatarstan en Russie qui produit des Shahed produit au maximum 5 000 drones par mois. 80 000 drones, c'est énorme. Donc il faudrait être sûr de ce qu'on dit. Quant au temps de réaction pour le missile dont vous parliez tout à l'heure, un THAAD, c'est une batterie antiaérienne, quelques secondes, 3-4 minutes au maximum. Un Patriot, c'est quelques secondes. Donc, il y a des possibilités d'intercepter même ce type de missile, et les Israéliens ont la technologie pour le faire. Donc voilà, de pousser un peu les Américains aussi. On est en pleine période de négociation. Tout le monde pousse ses pions. Attention à ce qu'on dit et ce qu'on répète. Matteo Ciaravino et Bordan Budka, donc vous êtes sur les bords du Golfe Persique pour LCI. Racontez-nous, parce qu'on parlait de ces deux parties qui montrent les muscles de part et d'autre. Est-ce que vous sentez une tension particulière alors que les négociations ont débuté tout à l'heure? Oui, effectivement, vous avez très bien parlé de cette guerre d'images entre les États-Unis et l'Iran, qui tous deux montent leurs armes, montent leurs muscles. Mais ces derniers jours, il y a eu des tensions bien palpables, des accrochages très concrets. Un seul exemple, ce drone Shahed iranien qui s'est dirigé vers l'USS Abraham Lincoln. Vous savez, ce porte-avions là, des porte-avions des États-Unis, qui est toujours présent près du golfe d'Oman, un peu en dessous, à l'ouest de l'Inde. Eh bien,
ce drone a été abattu par F-35. Voilà l'une des tensions dont je peux vous parler. Ça, c'est les provocations côté Téhéran et côté états-unien. Eh bien, Donald Trump lui menace, ou en tout cas avertit très sérieusement l'ayatollah Khamenei, qui devrait selon lui se montrer très inquiet, sous-entendu une potentielle frappe sur l'Iran de la part des États-Unis, dont ici, dans la région, personne ne veut réellement, ni le Qatar qui craint des représailles, ni les Émirats arabes unis qui craint au contraire et qui refusent d'ailleurs que des frappes soient tirées de leur territoire. C'est pour ça que ces pays ont d'ailleurs poussé pour que ces négociations aient bien lieu. Ils craignent également la réaction de Téhéran qui, selon plusieurs analyses, préférerait la guerre plutôt qu'une capitulation. Merci Matteo Schiaravino, mon général. C'est quand même... je suis assez étonné de voir le côté un peu belliqueux des Iraniens. On nous les présentait comme extrêmement désireux de vite concrétiser un accord de paix avec les Américains, redoutant, craignant que Trump ne durcisse le ton, ne passe à l'action. Puis finalement, ils envoient des signaux quasi quotidiens on dit bellicosité, je ne sais pas si ça se dit. Provocateur, vous m'avez compris. Oui. Avec méticulosité, ils envoient des messages de bellicosité, peut-être. Bon, non, mon général, ils ont l'air plus méchants qu'on ne le pensait. Ali Khamenei, c'est pas un enfant de cœur quand même. Tous les discours qu'il a pu prononcer, c'est toujours le grand Satan américain. Donc déjà d'avoir une négociation comme ça face à face à Oman, à Mascate. Je suis allé d'ailleurs, et également en Iran. C'est déjà un premier pas, mais c'est vrai que le fait qu'ils ne disent pas directement, qu'ils n'ont pas fixé encore le cadre, les points sur lesquels on va négocier, à mon sens, c'est quand même assez préoccupant. Parce que les Américains, enfin Trump, en tout cas, c'est exactement sur quoi il veut qu'on discute, et les autres, ils nous embourbent dans le conflit à propos du nucléaire, qui, on le sait, avec le temps long, peut tout dire et ne rien dire. Donc ça, c'est la première préoccupation. Mais c'est vrai que les Iraniens ont toujours... Le régime iranien actuel a toujours été très fier, plus qu'il peut-être qu'il ne peut. Mais là, c'est de la communication. Ils ont pris quand même beaucoup de coups sur la tête depuis un an, et à mon sens, c'est peut-être pas terminé. Et ils leur tiennent la dragée haute. Et regardez ce que dit le vice-président américain, J.D. Vance, de la difficulté de parler au patron quand on négocie avec l'Iran. Faire de la diplomatie avec l'Iran alors que vous ne pouvez même pas parler à la personne qui dirige le pays. Cela complique encore plus les choses et rend la situation encore plus absurde. Il dit que c'est absurde, mais c'est impossible en fait. Ça a toujours été comme ça, le guide suprême iranien, il ne parle pas avec un président. S'ils veulent discuter ou négocier, ils savent très bien comment le faire. Ça, c'est évidemment J.D. Vance qui fait ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire soutenir son patron. Cette interview, elle dure plus de 2 heures. Oui. Dans cette interview aussi, J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, dit « Attention, l'Iran n'est pas le Venezuela. On ne remplace pas ou on ne change pas de tête du régime comme on a pu le faire nous là-bas. Donc ils sont très conscients de la situation, de la complexité de cette situation et du format établi de ce régime politique. Donc évidemment que c'est difficile de pas parler à Khamenei, mais c'est comme ça qu'est structurée la politique iranienne depuis 1979. Le guide suprême, c'est le représentant de Dieu. Il ne s'abaisse pas à aller parler avec un joueur de golf comme Donald Trump ou que sais-je encore. Il y a d'autres personnes pour faire cela. Il y a notamment le président, il y a les ministres, voilà, et c'est eux qui négocient, c'est pas le guide suprême. Merci les amis. Dès qu'il se passe de nouvelles choses à Oman dans la perspective de ces négociations Iran États-Unis, on change, on fait un breaking news, comme on dit sur CNN, et on vous en informe. Voilà, mesdames, messieurs, merci d'être venus avec votre haut niveau d'expertise. On est les meilleurs sur LCI, sur ce sujet, grâce à vous. C'est pas grâce à nous, c'est grâce à vous. On va maintenant parler d'un sujet plus polémique et plus national. Figurez-vous que nous avons découvert qu'une étude nous dit que la moyenne des heures travaillées par Français a reculé
de 1850 heures en 95 et de 1736 heures en 2024. Non, dans les pays de l'OCDE. Oui, mais en ce qui concerne les Français, eh bien, figurez-vous que les Français travaillent 365 heures de moins qu'au milieu des années 70. Et quand on réfléchit, 365 heures de moins par an qu'au milieu des années 70, une semaine, ça fait 35 heures, ça fait donc 10 semaines. Ça veut dire que nous, là, collectivement, en moyenne, nous travaillons 10 semaines de moins que dans les années Giscard, par exemple. Ben, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a des conséquences ? Est-ce que c'est normal, après tout ? Parce que tous les pays de l'OCDE sont concernés. Alors, c'est vrai qu'en France, c'est particulièrement beaucoup, parce que si on compare sur la moyenne des pays de l'OCDE, c'est plutôt aux alentours de 114 heures de moins en 30 ans, alors que nous, on est aux alentours de 245 si on prend une période de 30 ans et non plus de 50 ans. Donc c'est plus en France, mais c'est une tendance des pays de l'OCDE. On en parle toujours avec nos éditorialistes qui sont avec nous, Catherine André qui nous a rejoint, et Antoine Fouché qui est également en direct avec nous. Bonjour, président de Quintec Conseil et ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud. On rappelle la sortie de votre ouvrage « Sortir du travail qui ne paie plus » aux éditions de l'Aube. Est-ce que c'est un problème d'abord ? Ce constat-là, on travaille moins qu'en 1975 en France. Oui, mais il faut dézoomer encore plus et prendre l'évolution de la durée du travail pendant l'année depuis 1950. Parce que quand on prend depuis 30 ans, en fait, on ne voit pas la césure. Chaque génération a travaillé moins que la précédente. C'est-à-dire, de génération en génération, il y a eu une diminution du temps de travail. Dans les années 50, on travaillait 2200 heures. Dans les années... Je parle par an, pour les salariés, les fonctionnaires et les indépendants. Donc, c'était 2200 heures. Dans les années 70, 2000 heures. Dans les années 90, 1800 heures. Et depuis les 35 heures, 1600 heures. Mais quand on prend cette période de temps-là, on voit que la rupture, elle n'est pas dans la diminution du temps de travail, elle est dans le fait que le temps de travail ne diminue plus depuis 25 ans et que c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'en 25 ans, ça diminue plus. Et ça ne va pas diminuer parce qu'on est arrivé à une forme de plancher et qu'il vaut mieux, l'intérêt général est plutôt de réaugmenter le temps de travail maintenant que de le diminuer. Mais quand on voit quand on prend ce degré de recul historique-là, on voit que les générations qui travaillent aujourd'hui sont les premières, depuis 1945, qui ne travaillent pas moins que leurs parents. Et donc, du coup, ça relativise fortement le discours qu'on a tendance à tenir, qui dit aujourd'hui, on ne travaille pas assez, peut-être, mais encore une fois, chaque génération a travaillé moins que la précédente, sauf celles qui travaillent aujourd'hui, qui travaillent autant. Juste une chose, parce que vous noyez le poisson, monsieur Fouché. Je vous accuse, c'est très grave. Vous noyez le poisson, mais laissez-moi argumenter. Vous dites, OK, maintenant, on commence à travailler un peu plus. OK, très bien, bon, parfait. On est rattrapé par le principe de réalité, parfait. Enfin, franchement, 365 heures en moins sur une durée annualisée. La semaine de travail en France étant de 35 heures, ça fait 10 semaines. C'est considérable entre les années Giscard et les années actuelles. Moi, je trouve ça considérable. 10 semaines pour un même salaire, voilà, je trouve ça considérable. Mais, après tout, ça n'est que l'équivalent des Britanniques et des Allemands, parce que un employé allemand qui a le même travail, la même fonction, qu'un employé français ou un employé britannique travaille plusieurs semaines de plus que l'employé français par an. Donc finalement, c'est la France qui a pris des libertés incroyables avec la durée annualisée du temps de travail. Faut dire quand même il faut quand même rappeler, monsieur Fouché, qu'on est à l'heure actuelle le pays du monde, sur 196 pays du monde, où la durée annualisée d'un temps de travail est la plus faible quand même, la plus faible. Alors, pardon, je vais être très cash aussi. Ce que vous venez de dire n'est pas vrai. Ce que vous venez de dire n'est pas vrai parce que ça ne concerne que les salariés à temps plein du secteur privé. Et les salariés à temps plein du secteur privé, ce n'est que, entre guillemets, 16 millions sur les 28 millions de gens qui travaillent en France. On est 28 millions à travailler en France, 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants. Ce qui est vrai, c'est que les salariés à temps plein en France travaillent moins que les salariés à temps plein dans le reste de l'Europe. Même s'il y en a certains qui travaillent encore moins, mais peu importe, on est largement en dessous de la moyenne. Mais
les Français sont moins à temps partiel que les autres pays européens. Quand ils sont à temps partiel, leur temps partiel est plus long. Les fonctionnaires travaillent à peu près de la même manière partout en Europe. Et les indépendants français travaillent plus que les indépendants européens. Ils sont souvent les artisans, commerçants, professions libérales, chefs d'entreprise. Ils sont souvent entre la première et la troisième place sur les années dans le classement du temps de travail. Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est la durée annualisée d'un temps de travail. La durée annualisée d'un temps plein. Ah oui, vous pouvez parler du temps partiel, mais après, c'est des arrangements, c'est de nature contractualisée. La durée annualisée d'un temps de travail, c'est quand même parlant. Qu'un Français fasse 1600 et qu'ailleurs on fasse 1800, 1780, 1900... c'est pas rien, parce qu'on parle de semaines, des différentiels de plusieurs semaines quand même. Oui, mais encore une fois, c'est parce que d'autres pays aussi, et notamment les pays qui sont les plus riches que nous, les salariés à temps plein travaillent un peu plus, mais il y a plus de gens à temps partiel et les temps partiels sont plus courts. Donc, encore une fois, on ne peut pas prendre juste la part qui nous arrange en fonction de ce qu'on veut démontrer. Alors, quand on prend tous les gens qui travaillent en France, un Français qui travaille, dans l'année, il travaille plus qu'un Allemand, plus qu'un Danois, plus qu'un Suédois, plus qu'un Finlandais, plus qu'un Néerlandais, et dans tous ces pays-là, pourtant, les gens sont plus riches. Donc, notre sujet, ce n'est pas le temps de travail des gens qui travaillent. Alors, Antoine Fouché. Les gens qui travaillent autant que les autres pays dans le monde, en Europe, où on travaille, et ils travaillent plus je dis bien plus, que les gens dans lesquels les gens sont plus riches. Alors pour arbitrer, c'est pas le sujet. Notre décrochage n'est pas lié au temps de travail pendant l'année, il est lié au temps de travail pendant la vie. Et là, c'est vrai, on travaille 3 ans de moins pendant la vie, ça c'est vrai, c'est ça notre problème, mais c'est pas les gens qui travaillent. Notre problème, c'est qu'on part 3 ans trop tôt à la retraite. Alors ça, c'est le sujet qu'on a traité. Assez. Elisabeth Martichoux. C'est le sujet qu'on a traité tout à l'heure. Mais justement, pour arbitrer entre vous, dites-nous clairement, est-ce que la production de richesse nationale est directement corrélée à la durée du temps de travail national? Oui, bien sûr. À la quantité de travail, il y a deux trucs qui créent pardon de le dire comme ça, pour le dire très simplement, qui créent de la richesse, c'est le travail et le capital. Donc, et évidemment, la productivité, c'est-à-dire l'innovation technologique. Donc, la quantité de travail dans un pays, elle est directement contributrice de la richesse d'un pays. Mais encore une fois, là où nous, on décroche, ou pour le dire un peu vulgairement, là où on déconne collectivement et où on ne travaille pas assez, et ce qui fait que nous sommes maintenant en dessous de la moyenne européenne en termes de niveau de vie, c'est parce qu'on part 3 ans trop tôt à la retraite. C'est pas parce qu'on travaille pas assez pendant l'année. Encore une fois, les pays dans lesquels les gens sont plus riches travaillent moins pendant l'année. Donc c'est pas ça le sujet. Tous les chemins mènent à Rome, oui. et à la retraite. Oui, Antoine Fouché, vous avez été directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du Travail. Unanimement, quelles que soient les couleurs politiques, tout le monde reconnaissait que vous étiez un cabinet, et notamment vous travaillez depuis 25 ans sur ces sujets, vous les connaissez par cœur. Pourquoi vous avez été au cœur du système? Est-ce que vous pensez que les Français sont, on en a parlé tout à l'heure, indécrottables sur partir plus tôt à la retraite que les autres, que on va dans le mur, que le système de répartition est mort et que sur la quantité de travail, on n'y arrivera jamais et qu'on va droit dans le mur en klaxonnant, comme voilà, parlez-nous cash. C'est ce que j'essaye de faire, comme vous voyez, je pense. Mais il y a 2 choses par rapport à ce que vous venez de dire. D'abord, il faut qu'on se mette d'accord sur le diagnostic, et c'est pour ça que j'insiste de façon un peu vive sur ce sujet. Et je vais le dire encore une fois, encore plus cash, il faut foutre la paix aux gens qui travaillent, parce que les gens qui travaillent assez. C'est pas ça le sujet. Oui. Le sujet, c'est pas les gens qui travaillent, ils travaillent assez. Encore une fois, ils travaillent plus que les gens dans lesquels les gens sont plus riches. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on part 3 ans trop tôt à la retraite, et ça c'est vrai. Et de ce point de vue-là, et qu'on a un problème, Monsieur Fouché, d'insertion professionnelle aussi. On a un problème on part trop tôt à la retraite et il n'y a pas aussi assez de jeunes en activité. C'est-à-dire qu'on a un problème d'insertion professionnelle au debout finalement des extrémités d'âge. Il n'y a pas que les seniors qui partent trop tôt. Il y a aussi les jeunes qui rentrent. Et on a tendance à rentrer un peu plus tard que les autres dans le monde du travail pour plein de raisons. Oui, c'est vrai, mais avec le triplement du nombre d'apprentis depuis la réforme de 2018, pardon de le dire comme ça, on a rattrapé 2/3 de notre retard par rapport à l'Allemagne, le Danemark, etc. Donc il reste du retard, vous avez complètement raison, mais
on a rattrapé une partie. En revanche, à nouveau, sur la sortie du marché du travail, là, on a un vrai problème et c'est là qu'est notre décrochage. Et pour répondre à la question d'où ça vient du fait que nous privilégions collectivement la retraite par rapport au travail financièrement. C'est-à-dire que nous sommes le seul pays du monde où quand vous partez à la retraite, vous n'avez pas de baisse de niveau de vie. Alors, ce que j'appelle pas, évidemment, votre retraite est plus faite que votre salaire, mais que en moyenne, les gens sont propriétaires davantage, et ils ont fini de payer les études de leurs enfants. En moyenne, là aussi, parler des moyennes, mais c'est ce qui permet de parler de la majorité des gens, il n'y a pas de chute de niveau de vie. Et donc, il n'y a aucun intérêt financier dans notre système à travailler 3 ans de plus, puisque en 3 ans de plus, vous n'améliorez pas votre niveau de vie. Et si vous partez à la retraite 3 ans plus tôt, vous n'avez pas de baisse de niveau de vie. Donc, c'est notre arbitrage collectif. On n'y arrivera jamais alors. Contre le travail. On n'y arrivera jamais. Est-ce qu'on peut prendre un pari ? Est-ce que vous pouvez prendre un pari avec nous ? On a un peu joué tout à l'heure. Il va y avoir une campagne présidentielle qui va commencer dans pas tellement longtemps. Est-ce que vous pensez que les candidats porteront ce thème durant leur campagne et seront capables de dire il faut travailler plus, il faudra partir à la retraite dans plus longtemps. Il va falloir travailler plus longtemps, pardon. Ah, vous voulez dire plus tard. La question c'est est-ce qu'il y aura un homme politique courageux à droite ou à gauche pour dire il faut travailler plus? Si vous votez pour moi, je vous ferai bosser plus. C'est ça la question. La question. Ah bah voilà. Nous on a parié. Qu'est-ce qu'il en pense? Je pense qu'il y aura une offre politique qui dira la vérité au pays. Il ne peut pas y avoir que des mensonges occupés par l'extrême droite et l'extrême gauche. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est un oui franc et massif. Mais encore une fois, peut-être pas avec la manière dont vous le formulez, c'est-à-dire dire il faut qu'on travaille plus, dit comme ça, c'est trop flou pour être vrai. Il faut qu'on travaille plus longtemps, ça c'est vrai, mais si on travaille autrement, on pourra travailler plus longtemps. Mais c'est pas travailler plus, encore une fois, c'est travailler plus longtemps. Et comme on le voit aussi dans les sondages, les gens savent que leurs enfants vont travailler plus longtemps qu'eux. Ils le voient. Et donc, il y a ce qui manque encore dans l'offre politique, c'est une manière de travailler plus longtemps qui soit pas trop injuste. Et ça, la réforme de 2023, elle ne coche absolument pas la case parce que elle est totalement injuste. Et donc, si on arrive à trouver une manière, et je pense que les appareils politiques travaillent là-dessus, une manière de travailler plus longtemps qui soit pas trop injuste, alors oui, il y a une chance de dire la vérité et gagner les élections. On verra. La campagne présidentielle, c'est dans pas longtemps. Hein. Ouais. C'est porté par quelqu'un. Merci beaucoup. Merci Antoine Fouché d'avoir pris quelques minutes dans votre emploi de temps assez chargé, on le sait aujourd'hui, pour avoir participé à notre débat. Parce qu'effectivement, il faut pas se tromper. Il le disait, il faut pas se tromper de débat. Le problème, c'est pas qu'on travaille moins que nos parents dans les années 70. Après tout, pourquoi on travaille moins? Parce qu'il y a eu la semaine de 4 jours, il y a eu la semaine de 35 encore, heures. Parce que là, on travaillera encore moins. Mais... La semaine de 35 heures, mais il y a surtout la quatrième semaine de congés payés. Il y a eu la 5e semaine de congés payés. Après tout, ça, c'est pas dommageable. On pourrait penser effectivement que même il y a du progrès social dans le fait de moins travailler, notamment effectivement cette 5e semaine de congés payés. En revanche, les 35 heures, on sait que ça a fait du mal quand même au pays, aussi dans l'impulsion et la considération du travail. Certains économistes, comme Christian Saint-Etienne, qui est souvent sur ce plateau, pensent qu'il faudrait passer 35 à 37 heures, peut-être. Mais c'est pas, ça c'est vrai, ce que dit Antoine Fouché, qu'on vient d'avoir en duplex. C'est vrai que ça n'est pas notre problème de fond. C'est pas les gens qui travaillent ne travaillent pas assez. C'est surtout qu'on n'a pas assez de personnes qui travaillent. Et donc pas assez de jeunes. Pas assez longtemps. Voilà, pas assez de jeunes en activité, parce que même si l'apprentissage a permis de doper le taux d'emploi des jeunes, ça ne vous a pas échappé que les budgets de l'apprentissage vont être coupés cette année, donc on n'est pas à l'abri qu'il y ait une remontée du chômage des jeunes. Et puis effectivement, on part trop tôt en retraite, et c'est cette grande différence avec nos voisins européens, et c'est ça qui explique qu'on décroche, que notre PIB par habitant, qu'on devient moins riche que nos voisins européens, parce qu'on ne travaille pas tout au long de la vie. Vous avez vu Catherine, selon l'INSEE, les retraites sont le principal facteur de la hausse des dépenses publiques en 2024. Vous allez voir le chiffre sur 1000 euros de taxes, d'impôts. C'est absolument délirant. Sur 1000 euros d'impôts, eh bien, il y a 259 euros qui vont financer les retraites. Il y a des tas de choses dans la vie, hein. L'école, l'armée, le réseau consulaire des ambassades de France. Il y a des milliards de trucs qu'il faut financer. Même pas sur le tableau, ça arrive. Ah non, mais ça c'est pas
même pas sur le tableau, bien évidemment. L'hôpital, bien évidemment. Eh bien, 250, plus du quart pour financer les retraites. Oui, et ça a augmenté notamment en 2024, ce poids des retraites sur la dépense publique, parce qu'on a décidé de réindexer les retraites. Alors c'est la loi, hein, d'indexer les retraites à l'inflation qui était à 5,4%, mais ça a coûté des milliards et des milliards d'euros. Est-ce qu'il fallait sous-indexer ? Évidemment, parce qu'on voit que la facture s'est envolée. Et surtout, ce que dit ce schéma, c'est que ça n'est pas tenable. Ça n'est pas tenable à terme, puisque le poids des retraites va encore grossir, le poids des dépenses de santé également, la protection sociale, c'est plus de 500 euros donc sur 1000 euros de dépenses publiques. Il reste plus que, par exemple, 90 euros pour l'école. Mais Catherine, Catherine, c'est pas marqué. Mais Catherine, c'est justement c'est ça qui m'intéresse, c'est que effectivement, le système n'est plus tenable, et 2, on ne fait pas les investissements qu'on devrait faire parce que l'argent des impôts part aux retraites. L'école, la justice, la santé, la police. Alors la santé, c'est incontestable. Il y a plus de 200 euros pour la santé. Mais les 70 milliards que nous coûte la compensation par l'État du système de retraite des fonctionnaires, eh ben, ce sont autant de milliards qui ne vont pas sur des investissements d'avenir et qui font qu'un pays tient bon et peut affronter effectivement la situation. En formation, la formation, c'est tout, Renaud. Oui. C'est l'essentiel. Je sais bien, ce qui fait la qualité d'un pays. Surtout qu'il nous reste plus beaucoup de jeunes. Donc si on met pas le paquet sur nos jeunes. Mais l'État ne nous informe pas. On le disait hier sur le prix des médicaments, ou la facture à l'hôpital, ou un bras cassé, ça coûte 60 000 euros. Personne ne le sait. On devrait avoir chaque mois une fiche avec en énorme, en rouge, sur vos impôts, ou quand on reçoit tous le tiers, on devrait avoir sur vos impôts le coût des retraites, c'est ça. Personne ne le sait. Vous avez vu, il y a un professeur qui a publié sur Twitter mardi sa feuille de paye. C'est écrit en tout petit. Tiens, retraite des fonctionnaires, il est enseignant, et puis il a vu cotisation salariale 350 euros, et puis en dessous, il fallait déchiffrer un truc TE, je sais pas quoi. Il a bien bossé. Il a vu 2800 euros de la part des impôts qui financent la retraite des fonctionnaires. Mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Tout le monde s'en fiche. Personne n'a pensé à mettre en gras, en énorme, pour nous informer. On l'a pensé, mais on l'a pas fait. Non, ça fait des années que beaucoup pensent. Mais si, même la CNAM l'a proposé à des gouvernements qui ont dit non, faut pas culpabiliser les gens. C'est pensé depuis très longtemps, ça fait longtemps qu'on fait ça. C'est criminel. Il y a pas de passage à l'acte, mais personne ne veut passager. La CNAM, elle est forte. Moi, je loue quand même ces grands humanistes qui sont à la tête de la CNAM parce que j'ignorais. Donc, faut pas culpabiliser les Français. On va pas leur dire quel est le pourcentage de leurs impôts qui financent les retraites. Je trouve ça formidable. Je me souviens même la CNAM qui disait à nos parlementaires de l'UDI qui s'étaient renseignés sur la fraude sociale il y a une dizaine d'années, ils disaient non, faut pas faire monter le vote RN, ça va fracturer donc ils sont très humanistes à la CNAM, ils sont formidables. Là, ils en ont pris. Bah oui, mais enfin, ils la méritent. Non, c'est le politique qui les empêche. Non, mais c'est les politiques qui n'ont pas de courage. Ils sont rivés sur leur réélection. Et les Français sont aussi le reflet de leur politique, et les Français n'ont pas de courage non plus, dans le sens où il n'y a pas de consentement au sacrifice. Ils sont individualistes. Voilà, les Français sont individualistes. Chacun défend son beefsteak. Ce qui est magnifique, c'est la schizophrénie des Français. Tous les Français nous écoutent. Tous les Français sont d'accord avec l'idée que arithmétiquement, nous devrions travailler plus. Tout le monde le sait. Plus longtemps. Il ne suffit pas d'être grand clair. Tout le monde a pigé. Il faut travailler plus longtemps. Voilà. Pour autant, chacun, dans son petit territoire intime, fait sa propre mixture de tout cela. Et je dis franchement, s'il faut aller manifester contre les retraites ce week-end, je vais peut-être y aller parce que mon intérêt, c'est quand même d'arrêter de travailler. Mais Eric, c'est parce que le serpent, ça s'appelle la schizophrénie. Mais non, le serpent se mord la queue par les deux bouts. Les salariés du privé et du public, notamment dans le privé, sont pas assez payés. Moi, tous les jours, j'entends des gens qui disent « Moi, j'en ai ras-le-bol. J'ai 61 ans, on veut me faire travailler jusqu'à 67. Je gagne 2700 euros ou 2400 euros net, euros bruts. Il me reste 2000 euros. On va pas me faire... Mes salaires n'augmentent plus. » Mais pourquoi les salaires augmentent plus ? Parce qu'ils financent les retraites. Donc le serpent se mord la queue. C'est vrai, mais je vais prendre le contre-pied, quand même.
on n'a jamais été aussi conscient de la difficulté de la situation. Alors, c'est vrai. On est au bord du gouffre, il est temps de se... Mais quand même, on n'en a jamais autant parlé, on n'a jamais autant donné d'informations, on n'a jamais eu autant de rapports sur ce que ça coûte et où ça nous mène. Je dis pas que ça va éclairer les consciences au point que les politiques et les électeurs ont le courage de. Mais tout de même, bon, s'il faut voir le verre à moitié plein, il faut quand même un peu de temps. Non, c'est pas encore assez grave. On va chez le dentiste que quand on a un abcès, on va chez le dentiste que quand on a un abcès qui nous empêche de dormir. Avant, on dit j'irai dans 1 mois. Si Marine Le Pen ou Jordan Bardella accèdent à l'Élysée en 2027, c'est un scénario possible, vous le savez, vous regardez les sondages. Bon, moi je fais le pari qu'ils ne changeront pas les fondamentaux, ils ne reviendront pas à la retraite, c'est absolument impossible. C'est pas dans leur programme. Et à propos de Marine Le Pen... Ils auront fait des promesses. Oui. Ce que vous racontez. Vous êtes en train de dire que ce qu'ils vont promettre, ils ne le feront pas? Non, mais ils vont pas le promettre, ça, Elisabeth. Intenable. Peut-être qu'ils vont évoluer dans leurs argumentations d'ici 2027, mais c'est pas tenable. Une fois qu'ils seront aux manettes. Oui, une fois qu'ils seront aux manettes. Dites les amis, je ne sais pas comment vous étiez sur le plan politique quand vous étiez en 4e ou en 3e au collège. On est de gauche quand on est jeune, non? On est oui, alors moi j'ai porté des sabots et regardez-moi bien, j'ai porté des sabots avec mon jean Wrangler. Et des dreadlocks. Et non, on a des photos de vous avec des dreadlocks. Vous avez des panchos? J'avais pas loin des panchos, mais comme mes profs étaient tous communistes, j'étais dans un collège où tous mes profs, que j'aimais bien, étaient quasiment tous PCF à l'époque. Il y a des gens bien chez les... Oui, mais bien, je suis pas en train de... Et donc, par rougeole adolescente, de trucs un peu épidermiques, une sorte d'eczéma, je suis devenu de droite à ce moment-là. Vous étiez un rebelle déjà? Oui, peut-être. C'est votre côté rebelle. À quel âge vous étiez le droitard de la classe? À 15 ans, oui. Parce que tous les profs pensaient pareil. Tous les profs étaient bons. Eh bien, il paraît que ça change. Il paraît qu'il est possible qu'il y ait une jeunesse au collège, au lycée qui soit plus à droite aujourd'hui que depuis toutes les générations qu'on a connues. Regardez, effectivement, alors là c'est le positionnement des 15-17 ans, donc c'est plutôt, ils ont pris des lycéens pour les lycéens. Et regardez, effectivement, la jeunesse française penche de plus en plus à droite. 56% des adolescents se situent désormais à droite, donc ça c'est en 2026, alors que regardez, en 1994, 54% des jeunes se disaient de gauche. Est-ce que ça dit quelque chose de notre jeunesse? C'est dingue. Alors non, franchement, il faut attendre mon grand âge pour voir ça arriver. Tout arrive. Oh, moi, oui, je suis ravi. Par de droite, excusez-moi d'intervenir, est-ce qu'on entend aussi extrême droite? Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de jeunes qui vont être à l'extrême droite. Donc, je pense que profondément, mais vraiment, les jeunes ont besoin d'ordre. Voilà. Ils aspirent oui, c'est comme ça. Surtout les garçons. Parce que les femmes, on l'a vu en 2024, elles votent plus à gauche que les hommes. Là, c'est le cas. Et là, c'est le cas. 64% des garçons se positionnent à droite, tandis que 53% des filles se positionnent à gauche. L'écart est énorme. Parce que les jeunes filles sont très sensibles à la question féministe. Et la question féministe, elle est radicale et elle est souvent portée par la gauche. Mais les garçons, eux, ils voient bien que... en fait, on dit beaucoup d'ailleurs, je ne sais pas d'où est cette phrase... il y a du ressentiment à gauche, pour expliquer un peu les moteurs d'une idéologie politique, d'une appartenance. Il y a de la crainte à droite. Voilà. À gauche, c'est le ressentiment, à droite, c'est la crainte. Eh bien, les jeunes ont peur aujourd'hui, ils voient que ça dérape, il y a des incivilités, il y a des viols dans la rue, la sécurité, le vacarme à l'Assemblée, je veux dire, ça, c'est pas du même niveau, mais ça contribue à une impression, effectivement, de désordre, et c'est incroyable, effectivement, parce qu'avant, les jeunes étaient tous à gauche, puis après, ils vivaient leur vie. Et bien maintenant, ils sont spontanément à droite. Dès 15 ans, ça dit quelque chose du besoin d'ordre chez les jeunes générations. Première source d'inquiétude des jeunes, c'est la guerre. Première source d'inquiétude des jeunes aujourd'hui, c'est la guerre. C'est pas du tout le cas des générations précédentes, mais bon, on voit ce qui s'est passé évidemment, suivi de l'insécurité et de la pollution de la planète. Non mais oui, alors là, c'est intéressant parce que bon, la guerre, on peut imaginer que c'est depuis 2-3 ans, et puis vous avez là insécurité et pollution de la planète, c'est le clivage droite-gauche. L'insécurité, elle est effectivement majeure chez énormément de garçons et énormément de filles. Alors aujourd'hui, il y a 30 ans, juste pour vous montrer que c'est spectaculaire, 30 ans, on posait la même question à ces mêmes jeunes. L'insécurité, c'était
1%. C'était le chômage de masse à l'époque. C'était pas du tout inquiet sur la L'insécurité, c'est un sujet de vieux à l'époque. Un sujet de jeune, on peut dire les choses comme ça. L'insécurité, c'était insupportable d'entendre ça. Maintenant... maintenant, on en a parlé il y a 3 jours avec ce drame affreux à Sanary. Vous avez énormément de jeunes qui se trimballent avec un couteau. Et c'est pas aussi de cette jeune femme qui a été jeune fille tabassée devant son lycée par une bande de jeunes. C'était hier. Il y a une explosion des faits divers avec une violence inouïe chez les jeunes. Et peut-être que ça nourrit aussi ce vote à droite et ce besoin de sécurité. Et puis le ruissellement, la théorie du ruissellement de Macron, elle n'est pas sur l'argent, là, elle est sur les idées. Quand vous avez une droitisation de la société, quand vous avez un RN qui dans les sondages est à 33%, à table dimanche. En général, on a assez souvent, sauf vous qui êtes un punk, on a assez souvent un peu les mêmes positions politiques que les parents, très largement. Le jeune, il entend toute la journée les parents parler. Donc, ils vont à un meeting parce que le papa, le père ou la mère ou des oncles ou tantes ont peut-être été à un meeting ou alors en parlent. Donc, droitisation des adultes veut dire droitisation des 15-18 ans. Renaud, avant, il y avait 40... Enfin bon, c'était coupé en deux. Il y avait la droite et la gauche. Et pendant longtemps, la droite était majoritaire, puis la gauche est devenue majoritaire. Mais quand la droite était majoritaire, les parents en parlaient à la maison, mais les jeunes, ils étaient de gauche avant de devenir de droite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas seulement parce qu'il y a 30% d'attention. C'est l'émergence du RN. Au Rassemblement national. C'est l'émergence des réseaux sociaux. Il y a sur les réseaux sociaux des influenceurs qui traitent désormais de sujets qui sont l'insécurité, l'immigration non maîtrisée, tous ces sujets. Et ces sujets montent. Et ils sont traités par les jeunes, peut-être parfois de façon caricaturale, on connaît les réseaux sociaux, mais sans idéologie. Les jeunes, ils viennent pas aux ordonnances de 44, le pacte social qui a créé la sécurité sociale. Rien à faire. Ils dégainent une vidéo. Rien à faire. Ils ont une vidéo de 30 secondes qui montre une situation migratoire à Pithiviers, à Vesoul, à Annecy, vous voulez, à Arras ou à Gap, et puis c'est réglé. Et puis ils se font leur religion sur le sujet. Donc, voilà. Et donc, c'est intéressant parce que c'est débarrassé de la gangue idéologique que nous avons, nous, qu'on traîne de génération en génération depuis longtemps, et en même temps c'est assez mortifère parce que parfois une petite vidéo c'est n'importe quoi. En tout cas maintenant voilà, ils sont de droite et malheureusement cette vague-là n'affecte pas du tout mes filles, voilà, qui sont toujours de gauche. Écoute, ça c'est par esprit de contradiction avec vous. Si vous leur avez dit qu'à 15 ans vous étiez de droite, peut-être. On va pas faire comme papa. Voilà, peut-être. Il faut que la jeunesse se passe. Est-ce qu'on peut vous montrer une dernière vidéo juste avant qu'on se quitte? C'est une photo en fait, parce que c'est Donald Trump qui, dans ses derniers posts de la nuit, il y a ça. C'est-à-dire qu'il s'est plaint une nouvelle fois de l'élection 2020 qui lui a été volée par les démocrates. Il affirme avoir des preuves, il montre en fait, c'est des théories complotistes, et il termine sa vidéo par ça. 2 démocrates qui sont hilars, vous les reconnaissez aisément, c'est Michelle Obama et Barack Obama, l'ancien président donc des États-Unis, qui rigolent de la situation, comme quoi on t'a bien eu Donald Trump. Et vous les voyez ici, qui apparaissent en singes. Il y a une pluie de réactions, ça n'arrête pas depuis cette nuit, et beaucoup sont... Ça a été vérifié, Magali. Oui, c'est vérifié. Attendez, redites-moi. C'est sur le compte de Donald Trump. Vérifié, c'est vrai, il l'a mis sur son... Trump a publié cette vidéo. Social. Une vidéo, elle se termine par cette image des Obama en singe. Parce que c'est dégueulasse. Non, absolument. C'est immonde. Donald Trump n'arrête pas de dire que les migrants qui arrivent aux États-Unis sont des sous-hommes. Donc on est sur des théories racistes qui sont assumées c'est Donald Trump. C'est terrible ce cliché. Soit il devient gâteux. Et en devenant gâteux, il dépasse, c'est même pas les bornes, c'est ignoble. Soit on est à 5 mois, 6 mois des mi-termes, des législatives de mi-mandat, et il resserre son. Non, ce racisme revendiqué, c'est glaçant. Parce que c'est quand même un pays qui est travaillé par les discriminations, etc. Mais il y a 2 éléments qui sont glaçants. C'est ça, il n'y a pas de mots. À tous ceux qui disaient que Trump, il avait des défauts, mais enfin il bouscule quand même, il fait avancer. Voilà, ça c'est Trump. Et juste avant, c'était la remise en cause effectivement de l'élection précédente. Il n'accepte toujours pas d'avoir perdu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Donc, cet homme raciste, il y a un risque pour qu'il cherche à tordre les prochaines élections.
Donc on est mal. Moi je pense, je fais partie des gens qui au début ont essayé de trouver des circonstances atténuantes à Trump, d'expliquer que c'est plus compliqué que ça, que bon, ça bien évidemment ça valide toutes les tentatives de voilà, premier élément, toutes les tentatives de donner de l'intelligence à l'action plus ou moins confuse de Trump. Voilà, c'est le cucuclan, hein. Et la deuxième chose que je trouve terrible, c'est tous ces électeurs latinos, afro-américains, qui sont républicains. Il y a une droite américaine issue de l'immigration, qui a voté Ronald Reagan dans les années 80, qui a voté Trump, sans doute, au premier. Et donc, imaginez les Noirs américains qui, à Chicago, à Miami, à Los Angeles, ont voté Donald Trump et ont été fiers de le faire, en famille, devant leurs enfants, etc. Imaginez... L'ado qui est black. D'accord, personne ne peut dire « Ah, mais c'est pour rire ». Non, personne. C'est dégueulasse. Non, mais l'ado américain qui est black est devant son... C'est dégueulasse. Ah ouais. Et en plus, c'est totalement contre-productif sur le plan politique. Sur le plan politique, il faut être... C'est dégueulasse. Idiot pour faire ça. Voilà, et les réactions qui continuent, bien évidemment. Tout le monde est choqué. Il y en a qui disent amendement machin, il faut le destituer. Hein. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Évidemment, on se retrouve lundi, toujours à midi. Restez avec nous. On est en week-end, nous ? Et c'est le week-end. Bon week-end à tous, effectivement. C'est le week-end. Pour LCI Direct. LCI continue.